merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour ce temps de débat organisé par le Franca de Savoie et le Franca plus globalement autour des politiques publiques d'éducation populaire. Et donc on va commencer tous les deux, Louisa et moi-même, par introduire ce temps avant d'expliquer les règles qui nous guideront tout au long de ce débat et laisser la parole ensuite aux listes candidates sur les différentes thématiques que nous avons ciblées aujourd'hui. Un premier temps de présentation des candidats et candidates présents autour de moi. Comme je vous l'ai dit, nous sommes donc par ordre alphabétique. Bonjour à tous, je représente la liste Avenir Populaire, qui est une liste citoyenne de gauche, qui regroupe directement la France Insoumise, qui regroupe Chambéry Avenir, et qui a une volonté de redonner du pouvoir à la population, aux habitants, qui pour nous sont éloignés de la politique, voire en sont dégoûtés. Pour réussir à faire ça, on porte plusieurs choses. On porte des logiques de risque citoyen, directement, qui sont décisionnaires pour la population. On porte des logiques d'inclusion des jeunes, directement avec des conseils municipaux jeunes. On porte pas mal de choses, et on va même au-delà. C'est qu'on veut des élus. On veut des élus qui rendent des comptes. Et pour ça, on est prêt à aller jusqu'à tout simplement avoir des élus qui soient révocables. Voilà, tout simplement avec un rythme local révocatoire. Il est temps qu'on redonne une forme de pouvoir à la population si jamais les élus ne se montrent pas à la hauteur. Et pour réussir à faire tout ça, on a besoin d'éducation populaire, on a besoin de formation politique des jeunes adultes, et c'est pour ça que nous, on est extrêmement attentifs à ce qui se passe ici, à ce qui se passe dans les centres sociaux, et on veut effectivement leur donner de la clarté, on veut leur donner de la visibilité sur plusieurs années, parce que les jeunes, ça ne se fera pas en projet, ça se fera sur le long terme. Bonsoir, donc déjà merci pour l'invitation. Moi je suis Marie Dupré, la tête de liste pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Nous on réunit les travailleurs qui font fonctionner la société et surtout qui sont en colère aujourd'hui. De voir que dans le monde actuel, il y a des milliards qui s'accumulent à un pôle et puis que tout se dégrade pour nous tous, que notre vie quotidienne elle est de plus en plus intenable. Mais aussi, ce qu'on tient à dire, c'est qu'on refuse la montée des idées réactionnaires, on refuse toutes les logiques de division qui aujourd'hui sont les idées à la mode, et on veut au contraire affirmer l'unité du camp des travailleurs. Pour nous, la seule frontière, c'est entre les travailleurs et les exploiteurs. Et puis, on tient aussi à dénoncer le climat ambiant de marche à la guerre. Pour nous, c'est hors de question de se préparer à faire, comme l'a dit le général Mandon, sacrifier nos enfants dans une prochaine guerre. Et bien voilà, nous, c'est tous ces sujets qu'on veut mettre sur la table dans ces élections, en disant qu'on n'a aucune confiance dans les politiciens pour nous sortir de là, mais que les travailleurs, puisqu'on fait fonctionner la société, on est tout à fait capable de la diriger. Donc on va prendre nos affaires en main. Merci. Je suis Christelle Paletta, je suis la tête de liste d'une liste qui s'appelle Chambéry pour de vrai, qui réunit quelques élus et anciens élus. Et très majoritairement des gens issus de la société civile de divers horizons, qu'ils soient associatifs, éducatifs, entrepreneurial, etc., etc. Je suis venue accompagnée d'une de mes cofitières avec qui on a travaillé ces questions qui nous préoccupent ce soir, c'est Sarah Benfridge. On est content d'être avec vous pour évoquer ces questions fondamentales de l'avenir de nos enfants. J'ai beaucoup aimé, Madame la déléguée générale, quand vous avez dit que ce sont notre avenir et évidemment celles et ceux qui nous remplaceront demain et qu'on doit accompagner au mieux dans leur construction d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes pour leur permettre de continuer, de faire société ensemble dans un esprit qu'on espère de concorde. Alors j'ai une vision sans doute un tout petit peu plus modérée que ma voisine sur cette question, mais voilà, je suis ravie de pouvoir en débattre avec vous toutes et tous ce soir. Après la feuille, donc je suis engagé pour le pacte, dirigé par M. Vincent Paté, qui n'est pas là ce soir, qui est invité à participer à un débat avec les commerçants, ce qui explique son absence ce soir. Donc je le représente, ainsi qu'avec Julia, qui est également policière. Le pacte, vous en avez entendu parler, vous l'avez vu passer sur le réseau. C'est un mouvement qu'on a lancé il y a bientôt une année.
Et c'est un mouvement qui regroupe finalement des gens, des amoureux de Chambéry, des profils divers, allant de la gauche, du centre, jusqu'à la droite, qui se veut tout simplement une ville inclusive, participative, où on prend vraiment le temps d'écouter toutes les tranches de la population dans le cadre de tout ce qui est processus de conception et de politique publique à l'échelle locale. Et c'est une liste également qui est soutenue par l'enseignement Michel Quentin et l'opposition actuelle. Je laisse Juliane. Alors bonsoir, Sarah Moudi-Wilkowski, tête de liste de Chambé vraiment à gauche, qui a à cœur d'assurer les besoins de base de la population, dont les enfants et les jeunes, autour de notre plateforme qui sont les services publics et particulièrement autour de deux éléments structurants qui sont la mobilité et le logement. Notre projet se veut fondamentalement progressiste, féministe, enfantiste, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, antiraciste, démocratique et solidaire. Et pour nous, l'éducation populaire, c'est évidemment une question centrale du débat municipal, parce que nous sommes convaincus que les politiques municipales façonnent concrètement la manière dont on grandit, dont on étudie, dont on s'engage et dont on participe ou non à la vie collective. Ce projet s'incarne autour de 3 mots-clés: démocratie, gratuité, solidarité au pluriel. Et on partage nombre de valeurs portées par l'éducation populaire, notamment la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, la volonté d'émancipation, l'éducabilité de toutes et tous, humanisme, coopération et solidarité. Marie Bénévise. Et donc, je suis venue avec Martin Noblecourt. Nous sommes binôme tête de liste pour la liste Chambéry et Tabou. Donc, c'est une liste qui est constituée de principalement de personnes issues de la société civile, mais également d'élus sortant du mandat précédent. Et on porte un projet pour Chambéry, pour une ville robuste et résiliente face à l'urgence climatique, pour une ville accueillante pour toutes et tous et qui combatte l'injustice sociale, pour une ville qui porte le renouveau démocratique, pour amener les citoyens, les citoyennes à prendre des responsabilités, à être impliqués dans la vie de la cité, alors en étant élus, mais également en impliquant les citoyens dans les décisions qui sont prises à la ville. Tout ça pour redonner du pouvoir d'agir aux habitantes, aux habitants, pour accompagner vers l'émancipation. Et donc, bien sûr, l'éducation populaire est au cœur de nos sujets, de notre programme, pour que Chambéry soit vraiment une ville à hauteur d'enfants. Je suis Thierry Repentin, je suis donc le maire sortant, actuellement tête de liste pour une liste qui s'appelle Chambéry Avance. Elle est constituée d'anciens élus de différentes obédiences politiques. Nous sommes soutenus par 4 formations de gauche, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les écologistes, Place Publique, et notre liste est constituée donc de ces formations politiques, mais aussi d'une majorité de membres de la société civile. Nous avons donc un bilan à défendre sur l'enfance. Vous pourrez trouver ce document qu'on vous fera passer tout à l'heure, et je précise aussi que pour le tête de liste, ce sujet est très important. Il est lui-même issu de l'école publique, laïque. Il a fait toute sa scolarité, l'université aussi dans l'école publique. Et nous souhaitons soutenir cette école, soutenir aussi la laïcité. C'est pour ça que nous avons notamment un conseil de la laïcité. Je m'absenterai parce que j'ai 4 invitations ce soir. Je serai remplacé par Gaëtan Pochet et Jean-Pierre Cassazin. Et de la vie étudiante, des cultures, de la vie associative et enfin de la co-construction des politiques publiques ou de la démocratie locale. Donc nous avons choisi de parler d'enfance, et parler d'enfance en dehors de l'école notamment, étant donné que l'école, en tout cas l'instruction, est une compétence décentralisée de l'État. Nous nous sommes dit que nous allons parler de l'enfance en dehors de l'école. Et donc les 2 questions qui nous motivent pour cette première thématique, c'est quelle place votre projet municipal
donne-t-il aux enfants dans l'espace public, usage des rues, places, quartiers, et comment cela se traduit-il concrètement dans la ville? Et la seconde, donc vous les traiterez en même temps dans votre temps de 3 minutes, donc sur le rapport au monde et en dehors de l'école, selon vous, quel rôle, s'il y en a un, la ville peut-elle jouer pour aider les enfants à comprendre le monde dans lequel ils grandissent en dehors du cadre scolaire? Donc, Très bien. Alors pour commencer sur le sujet de l'enfance, moi je tiens à dire qu'en réalité, il n'y a pas des enfants qui partageraient la même enfance, même à Chambéry. En fait, tu n'as pas la même enfance selon que tu es un enfant de patron, de gros patron, de celui qui va te léguer son usine, son entreprise et de quoi vivre tranquillement dans le futur, ou selon que tu es un enfant des classes populaires. Et nous, c'est les enfants des classes populaires qui nous préoccupent. C'est ceux qui aujourd'hui vivent dans une société révoltante. Parce que qu'est-ce que c'est ton enfance? Oui, moi je voudrais que ça soit bien Chambéry pour les enfants. Sauf que quand tes parents, même en bossant, ils n'ont pas les moyens de vivre correctement. Quand t'allais faire les courses, c'est une angoisse. Quand ta facture qui arrive, c'est une angoisse. Tu ne peux pas vivre une enfance sereine. C'est quoi aussi l'enfance des enfants de personnes qui n'ont pas la nationalité ni française ni européenne? C'est une galère sans nom. À chaque fois que tes parents ils doivent passer à la préfecture. Et en ce moment, la préfecture, elle délaie. À chaque fois, tu dois attendre de plus en plus souvent et les parents ils peuvent se retrouver à perdre leur boulot. Donc en fait, les enfants des classes populaires, ils vivent dans l'angoisse d'une société qui est entièrement construite contre notre camp et ça ne fait que s'aggraver. Et effectivement, ça c'est une réalité qui est révoltante. Et moi je pense que cette réalité, ça ne sera pas avec des belles promesses, ça ne sera pas avec un projet municipal. Ils vont tous en parler, ils vont tous promettre qu'ils mettront des moyens. Mais là on est bien au-delà de ça. Imposer des salaires pour vivre dignement, imposer d'en finir avec toutes ces attaques innommables contre les travailleurs qui ne sont ni français ni européens, et ça passera par des combats. Et ces combats-là, c'est les travailleurs eux-mêmes qui les mèneront. Et nous, élus à la mairie de Chambéry, on sera un point d'appui dans toutes ces luttes qu'il faudra mener. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra avancer. Et il n'y a que comme ça que les enfants des classes populaires, ils pourront enfin avoir une vraie enfance dans cette ville. Et après, sur la question de comment comprendre le monde, moi ce que je vois, c'est que dès aujourd'hui, les enfants ils sont embrigadés. À chaque fois qu'il y a une commémoration pour la Première ou la Seconde Guerre mondiale, c'est les enfants des écoles primaires qui vont mettre des fleurs. Et qu'est-ce qu'on leur raconte à ce moment-là? C'est que ceux qui sont morts dans ces guerres, ils seraient morts pour la France. Ça c'est des conneries. Anatole France, il l'a dit il y a bien longtemps. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Et ça sera encore ça dans la prochaine guerre qui arrive, dans la prochaine guerre qui se prépare. Ils n'iront pas chercher les enfants des capitalistes du CAC 40. Ils n'iront pas chercher ceux qui ont le pognon pour mener leur sale guerre, pour aller récupérer les ressources. Non, ils iront convaincre les enfants de prolos qu'il faut aller crever pour la France. Face à ça, nous aux enfants et aux jeunes, ce qu'on a envie de dire, c'est si tu veux pas céder la guerre, si tu veux pas finir en chair à canon, va falloir mener un combat de longue haleine pour en finir avec ce système capitaliste qui nous fait la peau. Concernant la première sur la place donnée aux enfants dans l'espace public, il y a effectivement, comme le maire sortant l'a dit, un bilan de l'équipe municipale sortante. Je vous prie de m'excuser si je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je fais partie de cette équipe municipale sortante. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait concernant cet espace public dédié aux enfants sur le mandat qui vient de s'écouler. Donc il faut poursuivre sur ce qui a pu être fait, et je pense notamment aux cours d'école végétalisés. Il y en a eu 17 sur le mandat écoulé. Il faut effectivement aboutir ce projet et le finaliser à l'échelle de l'ensemble des écoles chambériennes. Ensuite, peut-être qu'il faut aussi poursuivre la rénovation thermique de ces écoles, pas que l'extérieur, mais aussi l'intérieur, pour un confort d'apprentissage et aussi d'éducation par les enseignants. C'est aussi une de nos priorités. Et puis, enfin, parce que c'est pas que l'école, c'est aussi les crèches, c'est aussi les maisons de l'enfance, il faut imaginer la création de cours oasis dans les crèches communales avec des zones de fraîcheur, des nichoirs, des nouveaux jeux inclusifs dédiés à cette petite enfance. Évidemment, sécuriser l'ensemble des abords des écoles et puis renforcer l'installation des aires de jeu inclusives pour les enfants
avec des rénovations d'aires existantes, je pense au secteur du Vernet, de Pasteur, de Buisseron, et puis sans doute des créations nouvelles, avec une pensée particulière pour un quartier qui m'est cher, puisque j'y ai habité il y a fort longtemps, qui est le quartier du Covet, où j'ai pu constater qu'il y a un manque dans ce quartier d'espace de jeu, d'espace de liberté, pour les jeunes du quartier et les enfants. Et c'est sans doute pas un hasard si dans ce quartier-là, on a eu à connaître quelques tensions parce qu'il n'y a pas de possibilité d'expression pour cette jeunesse. Voilà. Pour répondre évidemment à la première question, et puis sur la seconde qui vise à faire comprendre aux enfants le monde qui les entoure. Alors ça se passe effectivement en dehors de l'école. Moi, je porte l'idée de la création d'un conseil municipal jeune. Ça fait longtemps que je l'ai en tête. Je pense que c'est une manière de les préparer à l'âge adulte, mais pour ça, il faut qu'ils puissent porter un projet réel. Il ne faut pas que ce soit simplement empirique et que ce soit seulement symbolique. Il faut qu'il y ait un budget qui soit dédié. Alors, moi, je l'ai envisagé aux alentours de 30 000 € par an, parce qu'avec 30 000 €, on peut déjà faire quelque chose de concret qui appartienne à ces enfants et qui soit décidé par eux et porté par eux. C'est vraiment une idée qui me tient vraiment à cœur. Alors, je pense qu'on est tous concernés, parce qu'on a été enfants, où on a des enfants, on a des cousins, des cousines, on a des nièces, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est une question centrale qui mérite d'être posée, heureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'espace public ne devrait pas être pensé que pour un public spécifique. C'est-à-dire que, moi je parle de l'idée que penser à l'espace public revient finalement à penser les usages en fonction du profil. On peut parler de l'enfance, on peut aussi parler des personnes handicapées. Finalement, je pense que c'est une réflexion globale qui doit être menée à ce sujet-là. Et les enfants aujourd'hui, sur l'espace public, en tout cas, nous, on a travaillé sur un programme par quartier, où on a été dans chaque quartier écouter les dysfonctionnements, ce qu'il fallait faire. Et la question, et encore qui revient à chaque fois, c'est les enfants n'ont plus d'espace de jeu. Ou bien les rares espaces de jeu qui existent ne sont pas fournis en termes d'infrastructures, d'équipement. J'ai constaté dans certains quartiers où, sur les aires de jeu, on constate qu'il n'y a que 2 structures. Pour un quartier, par exemple, à Mérin, ou à Chambéry-d'Eau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe municipale qui sera là à partir de mars prochain devrait travailler sur faire en sorte, en fait, pour que dans chaque quartier, on ait suffisamment d'espace de jeu pour les enfants. C'est important. Et je pense que cela s'inscrit dans une logique d'apprentissage de la vie. Ça renvoie tout de suite à la 10e question, qui permet aux enfants finalement de comprendre le monde dans lequel on est. L'idée d'avoir un conseil municipal des jeunes, je le trouve excellent. Et pourtant, alors, on n'a pas eu connaissance d'un conseil municipal jeune à Chambéry, mais il existait à l'époque le conseil chambérien de la jeunesse qui a disparu du jour au lendemain encore avec l'équipe actuelle. Et je pense que c'est un ensemble d'actions qui s'inscrit dans un prolongement. Et je ne vais pas monologuer, parce que je te laisse compléter. Et après, bonjour à tous, Juliane, merci, j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Ravie d'être avec vous. J'aimerais bien insister sur cette notion de l'école, hors de l'école en fait. Le hors les murs est très important. Aujourd'hui, on a des associations qui sont formidables. L'idée, ce serait de les valoriser, de faire en sorte que vous ayez vraiment un pouvoir aujourd'hui et que vous puissiez faire des choses. J'aimerais aussi appuyer sur le fait que les enfants, ils apprennent beaucoup de choses en étant au contact des autres, en étant aussi avec leurs animateurs jeunesse, avec leurs éducateurs sportifs. Et donc l'idée, c'est aussi de valoriser cet engagement-là. On a des problèmes de financement au niveau des BAFA, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en pénurie d'animateurs jeunesse, notamment de directeurs de centres de loisirs. Le pacte, c'est aussi un engagement pour vous, professionnels de l'animation. Excusez-moi. J'aurai l'occasion de revenir. Alors, l'éducation populaire, vous l'avez dit dans votre présentation, pose une question politique fondamentale qui est quelle place la ville donne-t-elle aux habitants et habitantes en tant que citoyens et citoyennes, donc les jeunes et les enfants, qui ne sont pas seulement des citoyens et des citoyennes en devenir, qui sont déjà des citoyens et des citoyennes à part entière et
qui doivent pouvoir être acteurs et actrices de la vie, ce qui implique autre chose que des dispositifs symboliques ou ponctuels. En réalité, les communes elles jouent un rôle déterminant dans le quotidien des enfants et des adolescents. C'est la petite enfance, c'est l'école, mais ce sont aussi les questions d'urbanisme, de transport, de loisirs, de sécurité, de santé, d'action sociale. La vie des plus jeunes, elle se décide aussi dans les conseils municipaux. Donc ça doit interroger évidemment l'usage réel des espaces publics par les enfants et les jeunes, et la manière dont la ville articule école, temps libre, vie culturelle, périscolaire, et on y reviendra tout à l'heure, les conditions de vie des jeunes et notamment des étudiants et étudiantes. Donc les politiques locales, elles prennent encore trop rarement pleinement en compte les droits fondamentaux des enfants, leur participation réelle à la vie de la cité, la prévention des violences, la lutte contre les inégalités et tout simplement l'aménagement de villes réellement accessibles et pensées à hauteur d'enfants. Donc sur ce sujet, on doit avoir une vision évidemment globale petite enfance, enfance, jeunesse, qui passe par une politique cohérente et ambitieuse. Alors il s'agit évidemment d'assurer la continuité et la complémentarité et la cohérence éducative entre les différents temps de l'enfant, avant, pendant et après l'école, alors ce qui passera notamment par les PEDT nouvelle génération qui sont portés par les mouvements d'éducation populaire, d'impliquer les services publics municipaux culturels, les associations culturelles, sportives sur les temps périscolaires, d'impliquer les enfants et les jeunes dans les projets d'aménagement de l'espace public et de leur cadre de vie. Pensez avec elles et eux les aires de jeu inclusives, non genrées, des terrains d'aventure aussi, pourquoi pas, parce qu'en fait les possibilités sont multiples. Mais contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, pour s'ouvrir sur le monde et lutter contre les inégalités, il faut aussi qu'on puisse défendre et développer l'école publique. Parce que quand même la collectivité, la commune a de nombreuses compétences en la matière et qu'il y a des inégalités fortes sur nos territoires, notamment au niveau des quartiers populaires, comme Léo, Chambéry, Violet, Bellevue. Donc quand les crédits pédagogiques sont baissés, quand le coût des transports est tel qu'on ne peut plus assurer les sorties scolaires, qu'on ne va plus à la patinoire, qu'on a des difficultés à accéder aux équipements et infrastructures, que ce soit culturelles ou sportives, ce sont de vraies questions qui sont pourtant essentielles. Donc il faut aussi pouvoir y répondre. Et puis c'est aussi, je disais tout à l'heure, nous on a au cœur le développement des services publics, la question de la gratuité de la cantine, qui est un vrai point, mais qui répond aussi à des besoins pour les enfants et leurs familles, et qui est un choix finançable et réalisable sans aucun souci. Donc c'est aussi tout ça, avoir une politique ambitieuse pour les enfants. Concernant Chambéry et Tabou, l'enfance est au cœur du projet. Alors, on est également issu de la majorité qui a porté un projet éducatif de territoire, qui a co-construit un projet éducatif de territoire avec tous les acteurs de l'éducation, et notamment de l'éducation populaire. Et il y a un vrai enjeu au mandat prochain de pouvoir vraiment faire vivre ce projet qui intègre l'enfant dans toutes ses dimensions, puisqu'il est sur 3 axes, mais c'est notamment donner toute leur place aux enfants en garantissant leur sécurité émotionnelle, permettre aux enfants d'être accueillis dans leur diversité, c'est permettre aux enfants d'être acteurs de leur territoire, ce sont des citoyens à part entière, et c'est accompagner aussi toute la communauté éducative, la parentalité, la coopération entre les acteurs, et conforter la place clé des enfants dans la ville. Donc il y a un enjeu à vraiment faire de cet outil un outil transversal autour de toutes les politiques publiques, que ce soit la culture, le sport, les solidarités, l'urbanisme également, et de continuer alors les projets qui ont déjà été cités, mais de cours d'école désimperméabilisés, dégenrés, des aires de jeu qui sont réfléchies et travaillées avec les enfants. On aimerait aller plus loin aussi en proposant un projet de rue aux enfants, comme ça a été expérimenté dans d'autres villes. On ferme la rue temporairement aux heures de sortie d'école, par exemple, pour que les enfants aient le temps de jouer, de rêver, de se retrouver, d'être dans un temps aussi en intergénérationnel avec les grands-parents, les voisins. Voilà. Et ça, c'est des actions assez faciles qui ont peu de coûts, que la ville peut accompagner sur des temps plus ou moins longs. Et alors sur le deuxième sujet du rapport au monde et hors l'école, sur la question de est-ce que la ville a un rôle à jouer en dehors du cadre scolaire, oui, évidemment. L'école, c'est moins de 20% du temps de vie d'un enfant. Et donc l'enfant se construit bien sûr dans aussi plein d'autres lieux et temps que l'école. Et pour ça, la ville a vraiment besoin des associations, des acteurs
éducatifs, les acteurs de l'éducation populaire pour créer le vivre ensemble, le lien social, pour favoriser l'autonomie, la prise d'initiative, accompagner à l'émancipation des jeunes. Et donc il est nécessaire que la ville travaille en collaboration vraiment étroite avec ces structures. Il est nécessaire que la ville puisse les soutenir, pérenniser les subventions, garantir aussi de pouvoir avoir l'usage de locaux mis à disposition de ces structures. Juste pour finir, je pense que la ville a aussi un rôle de pouvoir faire rêver les enfants et pouvoir créer, accompagner les récits qui montrent un avenir désirable aux enfants. Adjoint à l'éducation populaire qui est dans la salle, et c'est pas le hasard si effectivement on a cette responsabilité qui a déjà été intégrée dans l'équipe sortante, puisque en fait la politique éducative est fondée chez nous sur la lutte contre les inégalités, la qualité de l'environnement de l'enfant, la mobilisation de la communauté éducative, la reconnaissance de l'enfant comme citoyen à part entière. Et ces politiques transversales, elles irriguent toutes les politiques publiques de la ville. Ça a été dit, mais je le répète parce que c'est dans notre ADN, la solidarité, la culture, le sport, la transition écologique, l'urbanisme, la participation citoyenne. Et du coup, l'espace public, il doit être pensé pour n'exclure personne, les enfants évidemment en priorité. Donc il faut agir sur tout l'environnement de l'enfant pour le protéger, l'émanciper et l'accompagner. On a transformé la moitié des cours d'école. Il faut aller à la fin du mandat sur les 19 autres cours. Chacune des cours, chaque projet étant pensé avec les enfants eux-mêmes. C'est un projet éducatif aussi. C'est des espaces qui sont désormais inclusifs, végétalisés, où il y a des mixités d'usage, avec une égalité filles-garçons, le contact avec la nature. Et à l'extérieur aussi de l'école, il faut penser, pour les protéger, à des espaces sans tabac, à l'accessibilité des rues, parce que si c'est accessible pour les PNR, c'est accessible aussi pour les enfants. Des rénovations de cours d'école, je l'ai dit, il faut conforter l'école comme vecteur d'émancipation et d'égalité républicaine. C'est pour cela que toutes nos écoles ont un parrainage avec une institution culturelle pour que l'accès à la culture qui ne peut pas se faire dans un cadre familial peut se faire à l'école. Et puis il faut ouvrir, développer des espaces publics où les enfants peuvent se côtoyer, se connaître. La création d'une ludothèque, par exemple, la création d'une nouvelle crèche après en avoir ouvert 2 autres, un conseil des droits et devoirs des familles pour pouvoir aussi accompagner la parentalité des familles qui parfois ont des difficultés. C'est aussi proposer des espaces qui expliquent le monde. La galerie Eureka, qui permet une pédagogie sur l'évolution du monde. Une bibliothèque, médiathèque à créer au Biolay comme nous l'avons sur les Hauts de Chambéry ou en centre-ville. C'est la cité éducative qui apporte 350 000 € de crédit chaque année pour des projets PMI et scolaires, et aussi insister tout au long de la scolarité et de la vie sur l'importance de la laïcité pour le respect, pour la connaissance de celui qui ne vous ressemble pas et qui pourtant avec lequel vous allez vivre votre vie d'enfant mais également votre vie d'adulte. Voilà en quelques instants. Le projet d'avenir populaire, en tant que projet municipal, c'est d'avoir des enfants qui sont des habitants à part entière, qui sont des citoyens en devenir. Aujourd'hui, l'espace public est trop souvent pensé pour la voiture, pour la consommation, pas vraiment pour l'autonomie des enfants, ni pour le jeu, et encore moins pour leur socialisation. Nous voulons reconquérir l'espace public. Nous voulons reconquérir l'espace public pour les enfants, donc développer les rues scolaires, des zones apaisées autour des écoles afin de limiter le trafic motorisé au moment des sorties et des entrées d'école, multiplier les espaces de jeux libres, installer davantage de bancs, de tables, de fontaines, même de toilettes, pour que les enfants puissent gagner en autonomie directement. On veut rester effectivement sur des logiques de désimperméabiliser, végétaliser les espaces donc dans les quartiers pour créer des espaces, des îlots de fraîcheur, directement favoriser la biodiversité. Et on va aussi essayer de travailler sur tout ce qui est jardin partagé. En travaillant avec des acteurs associatifs, il y a une vraie demande sur Chambéry d'intérêt pour les jardins partagés. On pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en lien avec la jeunesse et les enfants pour leur faire découvrir justement le vivant. On a la chance d'être dans une région magnifique, mais on reste quand même une ville urbanisée. Et donc on a cette volonté que les associations interviennent pour faire rentrer un petit peu ce vivant auprès de la jeunesse
et qu'eux-mêmes puissent se réaliser autour de ces jardins partagés. On souhaite renforcer le lien qu'il y a entre les centres socioculturels, les centres de loisirs, les associations de quartier, afin qu'il y ait de plus en plus d'animateurs et d'animatrices qui interviennent également dans l'espace public, pour favoriser une présence éducative directement dans nos rues, pour que justement les parents puissent beaucoup plus facilement laisser les enfants être dehors et justement reconquérir cet espace public. Une ville adaptée aux enfants, c'est une ville qui est plus humaine pour tous et pour toutes. La ville reste quand même un acteur majeur de l'éducation populaire. L'apprentissage du monde ne se limite pas à l'école, il doit aller au-delà, il se limite encore moins à juste de la participation, il faut de l'engagement, il faut de l'expérience politique, il faut voir directement comment se passent les décisions et même y participer. C'est pour ça qu'on propose directement d'associer les enfants et les jeunes au projet d'aménagement dans les quartiers avec les conseils municipaux citoyens et ainsi que les conseils municipaux jeunes. On souhaite aussi que les conseils municipaux de temps en temps soient organisés volontairement le mercredi ou le samedi pour permettre aux gens, et spécialement aux jeunes, d'intervenir dans les conseils municipaux avec des temps de questions qui leur sont dédiés. On essaiera volontairement de garder les questions en rapport avec la jeunesse à ce moment-là pour qu'ils puissent directement intervenir auprès des élus et les questionner. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on veut porter des logiques de RIC, des RIC locales qui sont décisionnaires, des RIC révocatoires sur les élus. On souhaite les ouvrir effectivement à la jeunesse, c'est-à-dire que ce soit accessible dès 16 ans, pour qu'ils puissent commencer directement à prendre part aux décisions et à voter. Bien sûr, tout ça demande des moyens et on est pour la mise en place effectivement d'un fonds municipal qui finance chaque année plusieurs projets directement voulus par les jeunes pour les accompagner. Une réunion qui est large, donc qui va introduire en place la thématique et on abordera après les deux questions. Toujours pareil, par ordre alphabétique, comme on a commencé en suivant l'ordre, ce sera Madame Favelas qui continuera. Merci à tous. Je vais faire une situation qui est inédite, une précarité étudiante accrue, des services de transport insuffisants. En bref, une ville qui ne soutient pas ses étudiants et c'est extrêmement regrettable. Le premier constat à dresser, c'est une explosion du coût de la vie étudiante à Chambéry. Il y a une étude qui est sortie en 2025, en septembre 2025, qui est parue par l'UNEF et qui indique que le coût de la vie étudiante à Chambéry a augmenté de plus de 13% par rapport à l'année dernière. C'est vraiment alarmant. Ça s'explique d'une part par l'inflation qui nous touche toutes et tous, mais ça s'explique aussi d'autre part par rapport au logement. En effet, à Chambéry, le logement étudiant il a été chiffré par l'UNEF également, et on est aujourd'hui à un loyer moyen dans le privé de plus de 551 € par mois pour un étudiant qui est censé étudier uniquement et non pas que travailler. Ça fait une hausse de quasiment 20% par rapport à l'année précédente, et ça met Chambéry en tant que deuxième ville qui a subi la plus haute augmentation du loyer étudiant après Paris. Notre ville, elle est attractive, mais elle est de plus en plus inaccessible aux étudiants et aux étudiantes, ce qui est problématique parce que, et l'université l'a confirmé encore il y a quelques semaines, le nombre d'étudiants n'arrête pas d'augmenter. On accueille de plus en plus d'étudiants et les services de la ville ne suivent pas, et ce, depuis plusieurs années maintenant. On entend effectivement ce qui a été dit sur l'augmentation des précarités et sur les difficultés à se loger à Chambéry. Je vais peut-être répondre en deux points. Sur le fait que la ville n'accompagne pas, je veux rappeler quand même qu'en dehors de l'école élémentaire, la petite enfance, ce n'est pas une compétence obligatoire de la ville. La question étudiante, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas présent. Je vais parler de précarité. J'ai eu, en tant qu'adjointe aux solidarités, à accompagner un projet étudiant qui s'appelle Études et Brouilles, et qui visait à mettre en place une coordination d'aide alimentaire à destination des étudiants et des étudiantes de Chambéry, qui n'osaient pas, et on peut aisément le comprendre, se confronter à des associations plus traditionnelles que sont l'aide alimentaire, la banque alimentaire, les restos du cœur, etc. Et il y avait besoin de créer une structure dédiée à cette jeunesse qui était en grande précarité sur la fin du Covid notamment, et puis évidemment sur le rebond qui était difficile à absorber après. Et quand on a rencontré ces jeunes qui portaient ce projet associatif, on n'a pas mis 10 ans à les accompagner. On a trouvé un local
dans le quartier du Petit-Velay. On a aidé à cette coordination. On les a mis en lien avec la banque alimentaire qui a pu les référencer dans leurs associations qu'ils fournissent en aide alimentaire. Et c'est un exemple concret d'une ville qui n'abandonne pas ses étudiants face à la précarité. Et pour autant, on n'est pas intervenu dans la gestion parce qu'en aucun cas, c'est à la municipalité que de faire de l'ingérence dans les associations étudiantes. Sur la question du logement, j'entends qu'il y a une tension, c'est vrai pour l'ensemble de la ville. Évidemment, les étudiants ne sont pas épargnés par cette problématique. Néanmoins, il y a des projets de logement qui vont voir le jour. Donc une offre qui va s'étoffer sur la ville avec notamment un projet sur le quartier du Covet, mais pas que. Concernant le prix des loyers, il est difficile de le réguler, mais c'est une question à laquelle moi je ne suis pas défavorable. On peut peut-être réfléchir à des modérations de loyers. Une ville, elle peut aussi accompagner sur le côté être caution ou en tout cas favoriser l'installation de jeunes étudiants. Voilà, sur les questions de précarité, sur la question du transport qui a été aussi évoquée. C'est un nouveau réseau de bus qui a été mis en place à l'échelle de l'agglomération avec une desserte déjà plus fine que ce qui existait auparavant. Il y a un premier bilan qui sera fait dans les prochains mois avec sans doute une consultation et une participation citoyenne permettant d'améliorer plus finement encore cette desserte. J'ai conscience que ce n'est pas parfait, mais je pense qu'on va vers Ils sont aussi des jeunes qui ont envie de faire. Enfin, je travaille à l'université et j'ai l'occasion d'en rencontrer. Et là, on est la preuve, il y a des gens, il y a des étudiants, il y a des jeunes qui ont envie de faire et qu'on ne valorise pas. Aujourd'hui, ce qu'on propose avec le bac, c'est aussi de valoriser le bénévolat, l'engagement des jeunes, l'engagement des étudiants, et en considérant que cet engagement-là, c'est aussi des compétences et des compétences qui doivent être valorisées dans le monde professionnel futur. Donc ça, c'est un premier point. On a un passeport, le bac propose un passeport du bénévolat qui serait en fait une compétence supplémentaire à mettre dans les CV des étudiants. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai 1 minute 50 et à Tala me prendre la parole. Mais j'avais très envie de dire que les étudiants ont envie de faire des choses, les jeunes ont envie de faire des choses, et je pense que partir du prisme de la précarité, c'est aussi réducteur. Il y en a qui sont en précarité et il faut les aider. Il manque de logement aujourd'hui, il y a plus d'étudiants à l'université que de logements disponibles pour eux, ça c'est un fait. Et on attend le premier semestre de l'année universitaire pour que certains abandonnent. On parle de l'échec pour essayer de composer avec les difficultés qu'on a. Donc oui, le logement, ça va prendre en compte. Oui, la précarité, ça va prendre en compte quand on voit que la mobilité, c'est un vrai frein pour les étudiants parce que les lignes de bus, même s'il y en a beaucoup, le pass qui reste encore cher, le pacte souhaite aussi réduire les inégalités de mobilité avec des passes pour le bus qui sont encore plus accessibles pour les étudiants. Je suis désolée. Alors moi, je vais juste dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une politique jeunesse à changer? C'est une question que je me pose. On a rencontré des acteurs jeunesse qui nous ont dit que dans la tranche d'âge jusqu'à 11, 12 ans, effectivement, il y a des dispositifs qui les accompagnent. Mais au-delà de ça, ce n'est ni plus les besoins de l'enfance, ni aucune structure qui les prend en charge. Donc du coup, ces jeunes-là, à ce moment-là, ils sont laissés à eux-mêmes. Nous, on s'est trouvé dans plusieurs quartiers, au Violet par exemple. J'ai rencontré les jeunes sur l'espace public, en couple, on a assis, on a allé discuter avec eux. Et j'ai redit deux choses, ils étaient plusieurs, mais il y en a deux qui m'ont dit deux choses. L'homme n'a pas trouvé de stage, il s'est retrouvé comme ça à abandonner l'école, l'autre n'a pas pu trouver l'alternance. Ce qu'on s'est dit finalement à ce moment-là, c'est qu'aujourd'hui, puisque la compétence insertion, emploi, tout ça, ça revient à nous, peut-être que l'AMO pourrait à un moment donné accompagner les entreprises locales à l'échelle du territoire pour les encourager et les pousser à recruter des jeunes stagiaires. Il faut clôturer. On est tous et tous convaincus que l'avenir de la société se joue dans la place qu'elle parvient à faire aux jeunes, et ça commence effectivement bel et bien au niveau local. Moi, j'ai envie déjà de parler de la diversité des jeunesses, puisque ça apparaissait dans la question. Et tenir compte de la diversité des jeunesses, c'est tenir compte du fait qu'on a une partie de la jeunesse, notamment dans les quartiers populaires, qui subit plus le racisme au quotidien, qui est plus victime de préjugés, de discrimination et de violence. Et ça nous amène, je vais presque faire un pas de côté,
à aussi défendre un modèle différent en termes de sécurité, celui d'un service public municipal de la sécurité fondé sur une présence humaine proportionnée et sur un aménagement intelligent de l'espace public pour revoir les rapports entre la police et la population. Je rappelle que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont parfois plus de probabilité d'être contrôlés par la police que les autres. Et donc, sous le mandat de Michel Dantin, en doublant les effectifs de la police municipale, en couvrant la ville de caméras, il y a une part considérable du budget de la ville qui avait été engloutie dans ces dépenses de sécurité. Ça s'est poursuivi sous la municipalité actuelle dans la continuité avec un très haut niveau de dépenses. Et pour nous, on baissera ce budget de la police municipale, on réorientera les moyens vers la présence des policiers municipaux sur le terrain, diminuant la surveillance vidéo, et ces moyens dégagés permettront de créer de nouveaux postes de médiateurs et médiatrices dans les quartiers, parce que le maître mot, c'est quand même la prévention. Je rappelle que là, aujourd'hui, on est en train de parler d'éducation populaire, d'éducabilité de toutes et tous, et d'émancipation. Et ça passe par une politique cohérente et ambitieuse pour la jeunesse, et c'est déjà renforcer ce lien social et citoyenneté sur l'espace public. C'est mettre en place des lieux de réunion et d'expression avec des horaires adaptés pour les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes. C'est recenser et évaluer l'offre existante, notamment associative, pour proposer un véritable projet d'égalité territoriale dans l'accès aux activités. Ça passe, on en parlera au moment de la vie associative, par la fin de cette mise en concurrence des associations avec un fonctionnement sur appel à projet. Et puis c'est permettre aux jeunes, et ça vaut bien sûr pour les étudiants et étudiantes, d'être mobiles sur la ville et l'agglomération par la gratuité d'accès au bus. Ça, c'est un des points forts de notre liste. Et je rappelle que le droit à la mobilité, c'est celui qui conditionne tous les autres, avec le droit à l'emploi, à la santé, aux loisirs, à l'éducation, etc. Et c'est évidemment favorable pour tout le monde. Il faut évidemment repenser les conditions d'accès au logement pour les étudiantes et les étudiants, mais pour globalement les jeunes, ça pèse lourdement dans leur choix, voire la poursuite de leurs études et leur entrée dans la vie active. Et pour terminer très rapidement, je dirais qu'on ne peut pas, c'est pas possible de déconnecter les politiques nationales et locales quand il s'agit de baisse des APL, de casse du service public d'éducation, de casse du service public d'enseignement supérieur, la mise en place de Parcoursup, la fin de la politique nationale d'éducation prioritaire qui est remplacée par des dispositifs tels que les cités éducatives qui sont en fait aussi une mise en concurrence des écoles et des appels à projets, la militarisation de la jeunesse, toutes ces pièces d'un puzzle inégalitaire qui portent une vision de la jeunesse qui est évidemment aux antipodes de la nôtre et a fortiori de celle portée par les mouvements d'éducation populaire. Merci. Donc pour répondre à cette question, moi ce que je trouve intéressant en fait, c'est qu'on nous demande ce qu'on pense qui est bon pour la jeunesse, mais on se demande peut-être pas tellement que pensent les jeunes eux-mêmes, pour faire un peu un pas de côté. Moi, je voudrais juste commencer par le fait, j'avais vu cette statistique il y a quelques temps et ça m'avait presque surpris. En fait, je ne sais pas si vous savez quel est le pourcentage des moins de 30 ans à Chambéry. En fait, il y a 40% de moins de 30 ans à Chambéry contre 24% de plus de 60 ans. Et en fait, c'est vrai que surtout quand on est élu, ce qui est notre cas, on a une vision assez déformée de ça, puisque que vous regardez que ce soit le conseil municipal, les instances de participation qu'on peut mettre en place, les militants politiques, tout simplement aussi, qui font vivre les idées, il y a en réalité une énorme sous-représentation des jeunes dans toutes ces instances-là. Donc nous, notre objectif, si on est d'être élu, c'est de continuer à travailler en premier lieu avec les intéressés pour construire ces politiques. Il y a déjà eu, ça a été dit, un travail qui a été fait sur la politique jeunesse sur le mandat précédent, qu'on doit continuer, qui doit être poursuivi, notamment autour du projet éducatif de territoire, on l'a évoqué. Il y a un axe de ce projet qui est sur l'émancipation. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il n'y a pas à choisir, si je reprends votre question, entre engagement et insertion pro. En fait, en réalité, les deux sont complémentaires. Si vous poussez l'engagement, si vous donnez du pouvoir d'agir aux gens, si vous leur donnez la possibilité de s'engager, pourquoi pas même de contester, en fait, finalement aussi le système, ça sera des outils qui leur seront utiles ensuite dans la vie. Donc, je vais juste reprendre par exemple un exemple qui a été cité, qui a aussi un projet qu'on défend, le conseil municipal des jeunes. En fait, toute la question, c'est comment vous montez ce type d'instance. Est-ce que vous allez prendre, on va dire, un peu une forme d'uniformité sociale en allant chercher uniquement des volontaires, où les personnes les plus insérées, les enfants des personnes les plus insérées iront, ou est-ce que vous allez prendre des modes de constitution alternatifs, faire un tirage au sort, aller identifier avec les associations, avec les conseils du périscolaire, quels seront les jeunes qu'on va essayer de faire émerger par là, pour avoir une vraie approche d'éducation populaire. Et tout ça, évidemment, ça ne peut se travailler qu'avec les associations. Et rapidement, sur la deuxième question, celle de la précarité, alors je pense que c'est important, comme ça a été dit, de rappeler que ce n'est pas directement une compétence municipale, et quand je dis ça, c'est pas pour nous cacher, c'est pour ne pas faire de fausses promesses sur des choses qu'on ne pourrait pas faire. Il faut quand même rappeler effectivement que le taux de pauvreté est 2 fois plus élevé chez les jeunes que chez les personnes âgées. Donc ça recoupe énormément de questions. Ça pousse à la question du logement, on l'a évoqué, qui est une question qui traverse toutes les générations. Il y a des dispositifs qu'on peut encourager comme un toit de génération. Il y a des réflexions qu'on peut lancer sur l'encadrement des logements. Ça touche aussi à des questions de mobilité, on l'a évoqué. On pourrait très bien travailler des gratuités ciblées en fait, sur des publics qui en ont vraiment besoin comme les jeunes. Peut-être que les salariés qui sont remboursés par moitié pour leur employeur en ont peut-être un petit peu moins besoin s'il s'agit de prioriser.
Et donc en fait, au bout du compte, la question qu'on pose, c'est celle de la priorisation des politiques par rapport justement à écouter la voix des jeunes. Je le disais en introduction, les jeunes ils sont sous-représentés aujourd'hui. Et en fait, nous on porte le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas tout faire quand on est une collectivité et on n'a pas non plus les moyens de tout faire si on est réaliste. Par contre, comment on fait pour écouter tous les publics, pour être en capacité de prioriser à partir de leur vécu, à travers en fait du regard qu'ils peuvent porter. Et sur la jeunesse, il y a aujourd'hui effectivement un vrai angle mort qui ne permet pas d'écouter ces voix quand on est en situation d'être élu, ce qui a été notre cas, pour prioriser. L'insertion socio-pro et aujourd'hui soutien à l'engagement, c'est deux faces d'une même pièce. C'est l'émancipation et la citoyenneté active. Quand on rentre dans un lieu comme le salon de formation jeunesse pour avoir une aide à la recherche de job, de formation, de mobilité internationale, d'engagement valorisant, c'est la citoyenneté active et l'insertion socio-pro. Quand on développe des lieux ressources qui vont remobiliser des jeunes qui étaient décrocheurs ou décrocheuses jusqu'ici, ça s'appelle les luttes techniques ouvertes depuis 2022, c'est de l'insertion socio-pro et de la citoyenneté active. Quand on écoute davantage les jeunes en leur donnant une place dans le magasin municipal qu'ils n'avaient pas auparavant, ou en les écoutant via un budget d'initiative citoyenne pour leur permettre de rénover un stade adhérent, c'est de l'insertion socio-pro et de la citoyenneté active. Quand on met de l'accueil de loisirs entre 10 et 14 ans, comme d'ailleurs ça a été supprimé dans les années passées à Chambéry-L'Eau, recréé, je salue le directeur de PCI 33 sur le principal quartier populaire de la Savoie, c'est déjà une capacité à accompagner la citoyenneté active. Tout ça doit nous prouver que la ville est l'échelle du lien humain et de l'émancipation, et je rejoins en ça toute la logique de l'éducation populaire exprimée dans la ligne 40. Je vais répondre à la deuxième question, qui sont les conditions de vie. Oui, aujourd'hui la ville de Chambéry est plus attractive. Mais sera sans doute demain. On a d'ailleurs vocation à accueillir encore plus d'étudiantes et d'étudiants qu'aujourd'hui. Il faut s'y préparer, parce que c'est une chance pour notre territoire, pour notre dynamisme social et notre qualité de vie. Mais cette attractivité renforcée, elle doit aussi s'accompagner d'une capacité encore plus solidaire. Parce qu'aujourd'hui, on doit toujours être à l'écoute des modes de vie des jeunes, toujours être à l'écoute de leur précarisation, de leurs profils sociaux, culturels et surtout économiques. Et en effet, depuis quelques années maintenant, le président de l'université me dit qu'il y a des étudiants qui dorment dans leur bagnole, ce qui n'était pas le cas avant. Et en effet, oui, il y a une explosion nationale du coût de la vie, pour situer les choses. Mais ce qui est important, c'est que chacun prenne sa part. Déjà que l'État réinvestisse ce qui est une politique nationale du logement. L'État qui doit réinvestir davantage dans le quartier populaire, mais comme dans l'ensemble des quartiers. Quand la ville, elle, crée des lieux d'accueil pour, par exemple, accueillir les jeunes et les conseiller dans leur démarche de logement. C'est le propre du guichet de la Fédération des offres laïques au PLF. Eh bien, ça fonctionne. Quand la ville porte ce qui sont la création de logements étudiants, ce qui n'est pourtant pas dans sa compétence, au triangle sud, quartier du Bourget-Duval. Ça, c'est aussi un soutien. Quand la ville soutient des initiatives associatives, comme par exemple des cohabitations solidaires, des cohabitations intergénérationnelles, des résidences dédiées, comme celle de Pousse, en réhabilitant par exemple le collège de travailleurs de la Clairière via son institut familial. On est au cœur de ce qui est en effet l'accompagnement, et qui est le parcours socio-professionnel, et la citoyenneté active. Il faut agir sur tous ces leviers, que chacun prenne sa part, et surtout se baser sur des faits. C'est ce sur quoi nous assumons nos convictions pour l'éducation populaire à Chambéry-Avance. Celui-ci une tension sur les logements, celui-ci la précarité alimentaire, ont du mal à avoir accès aux soins. Ça a été repris par l'intervenant précédent, et je vois beaucoup de gens dire qu'effectivement c'est quelque chose qui est terrible, il faut faire quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de la banque alimentaire, comme quoi elle est très qualitative pour aider les étudiants. L'an dernier, la banque alimentaire avait ses subventions diminuées par la municipalité. Donc j'aimerais, c'est vrai malheureusement c'est dans les chiffres. Donc j'aimerais beaucoup que les discours aillent avec les actes directement. Donc nous propose effectivement le plafonnement et l'encadrement des loyers, voilà, la régularisation de location touristique des courtes durées, c'est la Airbnb, le développement de logements étudiants, effectivement en lien avec le pouce. La mise en place de cautions solidaires de la municipalité, puisque c'est un gros problème pour les étudiants effectivement de trouver un logement, c'est pas un cautionnaire extrêmement solide. Le soutien aux épiceries sociales solidaires, justement pour pouvoir les aider à avoir accès à l'alimentation de qualité. Se loger, se nourrir, se soigner, ça ne peut pas être des privilèges. Nous faisons une vision uniforme, je dirais, de la jeunesse. La jeunesse est multiple. Il y a des gens qui sont étudiants, il y a des jeunes travailleurs, il y a des personnes qui sont en insertion. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quel que soit leur niveau d'engagement, la plupart sont précaires. Donc la municipalité est là pour se substituer à l'éducation nationale, ni à l'université de Savoie-Mont-Blanc, mais elle peut agir. Voilà. On doit être là pour soutenir les missions locales, le tissu associatif, l'insertion professionnelle. On doit essayer de stabiliser les financements des associations sur du long terme, du pluriannuel. Parce que les logiques de projet ne sont pas des logiques qui vont permettre d'accompagner directement les gens pour les sortir de la précarité.
on porte une logique, effectivement, qui est une logique d'engagement citoyen. Il faut que la voix des gens, la voix des personnes les plus jeunes, surtout en précarité, soient entendues par les municipalités. L'insertion et l'engagement ne sont pas là pour se causer. C'est ce qui participe en fait tout simplement à l'émancipation. Donc c'est les valeurs qu'on porte. Oui, moi je partage ce qui a été dénoncé sur la précarité étudiante, sur la situation qui est de plus en plus difficile à vivre pour les étudiants, mais plus largement en réalité pour bon nombre de jeunes. Parce qu'il y a aussi dans la société les jeunes travailleurs. Et pour eux, c'est quoi la vie de tous les jours? C'est de devoir envoyer des centaines de CV sans que personne ne vous réponde jamais. C'est de pouvoir offrir un contrat de quelques heures et encore, d'enchaîner des missions d'intérim et de toutes les façons d'être boulé par le patron quand il a plus besoin de vous et qu'il vous jette comme ils savent très bien le faire. Et moi, c'est ça qui me révolte aujourd'hui, la situation de la jeunesse en général. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que ce n'est pas une fatalité. Que là, on discute et il y a eu plein de propositions qui s'accumulent en disant effectivement, il ne faut pas que ça se passe comme ça, effectivement, il faudrait changer et aider la jeunesse. Mais derrière, tout est toujours limité par une question de moyens. Et en réalité, il y aurait largement de quoi faire dans notre société pour que tous les jeunes ils puissent vivre correctement. Les milliardaires, ils sont multipliés. Ces 10 dernières années, en France, on est passé de 39 milliardaires à 145. Donc de l'argent, il y en a. Ça déborde même. Et même l'État, il a du pognon pour financer l'armée. C'est le seul budget qui est en augmentation ces derniers temps. Et bon nombre de partis qui sont représentés ici ce soir ont voté par leurs représentants cette hausse de budget militaire. Par contre, pendant ce temps-là, il n'y a pas d'argent effectivement pour des questions cruciales. Et ça, nous, c'est ce qu'on tient à dénoncer. Ce qu'on sait aussi, c'est que la jeunesse, elle paye le prix fort. Ceux qui sont dans les lycées pro, ceux qui sont dans l'apprentissage, ils payent aussi la multiplication des stages, la multiplication des missions qui sont dangereuses. Les jeunes travailleurs, c'est ceux qui meurent le plus au boulot. Il y a 2 semaines, il y a eu un procès à Chambéry d'un jeune bûcheron qui est mort sur un chantier. Ça, c'est une réalité qui est inacceptable. Ceux qui auront les moyens de changer ça, c'est aussi les jeunes. Ils l'ont montré récemment. C'est la Gen Z qui a protesté, qui s'est révolté au Maroc, au Népal, à Madagascar, qui a fait reculer des gouvernements violents, qui a fait reculer des gouvernements qui n'ont pas hésité à lui tirer dessus. Et nous, c'est à cette jeunesse-là aussi qu'on s'adresse ce soir, pour dire effectivement, si on veut que ça change, si on ne veut pas être soumis à cette loi du profit, si on ne veut pas être de la chair à patron maintenant et de la chair à canon demain, parce que je vous rappelle aussi que ceux qui embauchent et ceux qui recrutent largement, c'est l'armée. Le service militaire, il est pour le moment au volontariat, mais demain, il pourra tout à fait redevenir obligatoire pour tous. Si ce futur-là, c'est pas le futur qu'on veut, il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Et la jeunesse, il faudra qu'elle se tourne vers les idées communistes révolutionnaires, vers celles qui permettront de mettre par terre ce système qui nous fait la peau aujourd'hui et qui nous la fera de manière bien pire demain. Et que cette révolte, ça permettra aussi avec des idées d'en finir non seulement avec des régimes, mais avec tout un système économique. Merci beaucoup. La première, c'est pour vous, qu'est-ce qui relève d'une politique culturelle municipale et quels sont les critères qui guident la ville pour soutenir, programmer ou au contraire ne pas soutenir certaines formes d'expression culturelle. Et la deuxième, lorsque des formes d'expression culturelle soutenues ou accueillies par la ville entrent en désaccord avec ses orientations politiques, comment la municipalité se positionne-t-elle et où fixe-t-elle les limites de son intervention ou de son soutien? Quand on parle de culture, moi je pense que la culture, pourquoi parler de culture? Moi je parlerais plutôt des cultures. Parce que pour moi, la culture elle est plurielle. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement ouvert. Par exemple, si on prend l'exemple de Chambéry, à la maison des associations, il y a pas mal d'associations d'origine étrangère qui sont enregistrées à la maison des associations. Et qui devraient aussi être valorisées autant que la culture française. Et c'est ce que je disais la dernière fois quand on discutait de ça avec Gilles, je disais que moi je rêve qu'on est à Chambéry le jour où on organise le défilé des cultures avec tous les pays représentés, mettant en avant leur culture, que ce soit sur une approche culinaire, vestimentaire, à travers la danse,
Et je pense que les municipalités devraient pouvoir accompagner toute initiative culturelle. Et ces initiatives culturelles, souvent, c'est porté par des associations. Donc, ces associations sont des leviers, sont des éléments sur lesquels une municipalité devrait pouvoir s'appuyer finalement pour mettre en avant et prôner des actions. Alors, je laisse maintenant Julien la parole pour qu'elle nous dise concrètement ce qu'on pourrait faire. En effet, je vais vous parler de quelques propositions concrètes. Tout à l'heure, j'ai entendu dire pouvoir d'agir, c'est un mot qui me fait bien, alors je vais l'utiliser. Le pouvoir d'agir, c'est la capacité de se saisir de la culture et d'en faire quelque chose. Et la municipalité, elle ne doit pas freiner, mais elle doit juste permettre la liberté d'expression et la liberté de la culture. Ce qu'on souhaite faire, c'est donner le pouvoir aux gens de décider ce qu'ils veulent dans leur quartier, dans leur ville. Ça veut dire qu'on a envie de leur dire qu'est-ce que vous voulez voir en fait à Chambéry. Et à Chambéry, dans tous les quartiers que peut comporter Chambéry, bien entendu. C'est aussi la mise en avant des jeunes talents, avec une présentation en fait des savoir-faire, des talents. Les jeunes sont talentueux, j'y crois, vous l'aurez entendu. Donc c'est aussi permettre des moments où les jeunes exposent leur art, exposent leurs envies. C'est aussi des scènes ouvertes, des festivals, des arts dans les quartiers pour qu'en fait la ville vive au travers des habitants, des Chambériens, de ceux qui ont envie de faire cette culture quelque chose. Et enfin, j'aurais très envie de parler de quoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, on a pas mal de propositions, mais que 3 minutes. Alors, je vais parler de la grande journée du sport. C'est une culture, le sport est une culture. C'est celle de dire chacun fait du sport un peu dans son coin. Comment on valorise ça à travers une journée qui fait consensus, qui fait commun, du sport, de tout type de sport dans tous les quartiers. Voilà ce qu'on rêve en fait, c'est qu'enfin on ne soit plus dans des voilà, chacun dans son couloir, mais qu'on fasse au moins le temps d'une journée quelque chose de consensuel et qui fasse commun. Voilà ce qu'on veut. Alors pour nous, il est essentiel évidemment de permettre l'accès à la culture pour toutes et tous, avec l'objectif évidemment de combler les inégalités, mais aussi de rompre avec une forme de hiérarchie sociale et de créer du lien. On le sait, la culture c'est un bien commun essentiel qui nous rapproche, qui nous apporte réconfort, inspiration et espoir, alors qu'on traverse une période d'anxiété et d'incertitude inédite. Alors, pour une politique publique d'accessibilité de toutes et tous aux activités et productions culturelles, nous proposerons la tenue d'états généraux avec les acteurs et actrices de la culture et les citoyens et les citoyennes pour questionner les orientations budgétaires actuelles tournées vers une culture plutôt élitiste et définir une politique ambitieuse permettant notamment aux classes populaires d'accéder à des offres artistiques dont elles se sentent a priori exclues. Et il y a quand même effectivement une forme de stratification sociale qui perdure avec une fréquentation des lieux culturels qui demeure plus souvent le fait des catégories supérieures diplômées ou de publics vieillissants. Nous valoriserons le potentiel de créativité de la population, des artistes amateurs et des professionnels de la ville. Nous programmerons la restauration et l'ouverture à toutes et tous du patrimoine de la ville, dont une partie est aujourd'hui laissée à l'abandon, sous-exploitée ou fermée au grand public, je pense par exemple au château de Boigne, en laissant la possibilité, c'est important pour nous, d'espaces de vie autogérés et participatifs, tels que l'ont été les écuries de Boigne avant leur évacuation, ou la ZAD de la Cassine. Et je pense par exemple à un projet qui a été porté avant que le centre socio-culturel des Combes renaisse de ses cendres par un collectif d'habitants et d'habitantes qui s'appelait les Combes Battantes pour créer un lieu autogéré et qui n'a malheureusement pas été soutenu alors que pendant 1 an ces habitants et habitantes ont vraiment occupé la place, c'est le cas de le dire, créé des partenariats avec la bibliothèque Georges Brassens et le cinéma du Forum et pour le coup vraiment fait œuvre de vivre ensemble, de création de liens sociaux, de culture au sens large et au pluriel en effet. Donc il faut qu'on puisse avoir ces possibilités. Et enfin nous proposerons l'extension de l'accès gratuit aux bibliothèques à l'ensemble des habitants et des habitantes. Maintenant, concernant la question des orientations politiques, moi j'ai envie d'alerter ce soir et de lancer le message quant aux dangers de ville aux mains de l'extrême droite, notamment en termes de culture. En cas d'accession du Rassemblement national au pouvoir, il faut craindre un recul en matière de culture au sens très large, mais aussi des droits, de la liberté d'expression et du service public. Et on a quand même 13 communes où l'extrême droite a gagné les dernières élections municipales. On y constate des attaques contre l'école, contre les services publics dans leur ensemble, mais aussi contre le monde associatif, culturel et syndical. Quelques verbatims issus d'acteurs actifs de la culture. L'extrême droite et ses idées sont l'ennemi de la culture. Le monde des arts et de la culture participe à la construction collective d'un avenir durable, vivable, désirable, plus juste,
autant de notions incompatibles avec les idées de l'extrême droite. Donc, puisqu'on en parle, un message ce soir, ensemble, ne laissons pas nos villes aux mains de l'extrême droite. C'est un sujet global en fait, c'est à la fois un vecteur d'émancipation, c'est un objet d'ouverture au monde, ça permet aussi de comprendre la diversité des points de vue, de s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que c'est une politique qui est à la fois complexe à définir et qui doit être centrale. La municipalité, elle y joue un rôle central. Si on reprend ce qu'on fait réellement en termes de compétences, à la fois par son rôle de financeur, ça a été évoqué, c'est le principal financeur de nombreux acteurs, mais aussi de coordonnateur, de pourvoyeur de visibilité. Donc par définition, une politique culturelle, elle doit être transversale, et c'est d'ailleurs ce qui a été amorcé sur le mandat précédent avec la création d'une vraie direction de la culture, qui est un vrai projet, qui permet de mettre en musique en fait les différents acteurs culturels. Ça, c'est le cœur en fait de la vision qu'on porte aujourd'hui pour la culture, c'est-à-dire c'est pas à la municipalité de dire ce qui doit être fait en termes culturels. On est là pour accompagner, on est là pour faciliter, on est là pour coordonner éventuellement, permettre des mutualisations, mais on n'est pas là pour dire bah tiens on va faire je sais pas quel nouveau grand événement sans savoir comment il sera financé ou qui le portera. Et sur cette question des choix, ça me paraît vraiment important de revenir aussi sur la question effectivement des établissements que porte la mairie, puisque c'est là que part en fait la plus grosse partie du budget municipal sur la culture. On a la chance d'avoir en régie à la ville de Chambéry des équipements importants, la Cité des Arts, les médiathèques, etc. Aujourd'hui, ces équipements sont déjà mis à disposition en partie en fait, de l'initiative associative et culturelle du territoire. On peut aller encore plus loin. Mais là-dedans, il y a aussi une question qui est extrêmement importante, et je vais faire un petit pas de côté dessus, qui est la question en fait, de où est-ce qu'on investit sur ces bâtiments. Puisque, vous le savez peut-être ou peut-être pas, hein, c'est un sujet qui a été assez peu débattu finalement, il y a potentiellement dans les tuyaux de la prochaine mandature un projet pour rénover complètement le théâtre Charles Dulin. C'est un projet qui coûtera plus de 21 millions d'euros, donc c'est un septième en gros de la capacité d'investissement totale de la prochaine mandature. Ce projet finalement aujourd'hui il a été assez peu débattu dans son sens. Alors évidemment je pense que tout le monde est d'accord hein, sur refaire du patrimoine historique, créer des nouveaux espaces à disposition, mais à quel public va servir cet usage? Comment on fait en sorte de créer là-dessus un projet qui soit au service de toutes et tous et qui soit réellement transversal? Comment on partage la décision sur un projet aussi majeur, puisqu'en fait après on peut parler de tous les festivals, etc. qu'on veut, mais en fait si on met ces 21 millions d'euros ici, ça opère la capacité à faire plein d'autres choses. Moi j'adorerais aller chercher de l'argent dans la poche des milliardaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Aujourd'hui c'est pas encore possible pour une municipalité. Donc pour conclure, la politique municipale, je l'ai dit, elle peut soutenir des projets culturels, on peut essayer de l'orienter en sens de critères larges qui correspondent d'ailleurs à la loi, promouvoir l'égalité femmes-hommes, l'inclusion, la cohésion sociale, la sensibilisation à l'écologie, mais c'est pas à la ville de définir le beau. La ville, elle est là pour encourager les artistes, et on a déjà pu le faire avec des projets comme l'exploratoire culturel, on a déjà parlé des projets Kesako, en fait pour faire de la culture œuvre d'émancipation, mais encore une fois toujours en construisant sur les idées des artistes, des habitants, des associations et leurs envies. Prendre le relais, mais Martin a déjà défendu le périmètre de la culture à ma place, donc je m'en réjouis. Je vais être un peu rabat-joie en disant que les politiques culturelles ont une histoire en France et on en hérite aujourd'hui, y compris au plan local. C'est-à-dire qu'en 1959, il y a eu la création du ministère de la Culture qui a mis en œuvre, en mouvement, ce qu'il a appelé la démocratisation culturelle. Et pour porter cette démocratisation culturelle, a scissionné avec l'éducation et l'éducation populaire. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on hérite de ça. C'est-à-dire qu'à Chambéry, on a un certain nombre d'équipements structurants. On a un ensemble de personnes qui travaillent à la mise en place de ces politiques culturelles. À Chambéry, qu'on le veuille ou non, c'est près de 20% du budget municipal, c'est 250 agents, c'est une centaine d'associations qui sont soutenues, qui œuvrent pour mener ces politiques culturelles. La question aujourd'hui, c'est comment on fait de ces ressources une richesse plutôt qu'un poids dont on ne sait pas quoi faire au service d'une politique dont on voit bien qu'elle n'aboutit pas. C'est-à-dire que la démocratisation culturelle, ça ne fonctionne pas. L'histoire de faire descendre une culture savante à des gens qui n'ont pas envie de la recevoir, ça ne fonctionne pas, quels que soient les moyens qu'on met en place. Donc une fois qu'on hérite de cette situation, comment on fait pour aller vers une autre politique culturelle où l'éducation populaire joue toute sa place et où on n'est pas dans un processus descendant, mais dans un processus relationnel, c'est-à-dire où on dialogue, où on s'ouvre, où on discute, et comment on fait en sorte que les agents, les 250 agents qui sont là, les équipements, les associations, puissent aller vers cet horizon-là.
Pour le faire, on s'est appuyé sur un référentiel qui aujourd'hui est clairement installé, y compris dans la loi française, qui s'appelle le droit culturel. Donc il y a eu la mise en place d'un plan pluriannuel de formation autour de la question du droit culturel, de façon à ce qu'on aille vers une autre façon d'envisager des politiques culturelles. Et ensuite, on a décliné un certain nombre de dispositifs, ça a été dit, un dispositif d'éducation artistique et culturelle qui s'adresse à toutes les écoles de Chambéry, c'est-à-dire à tous les élèves de Chambéry, à partir de 3 ans jusqu'à 11-12 ans, et puis également sur la petite enfance, et ensuite sur les échelons supérieurs, qui échappent pour partie à la commune, puisque c'est la responsabilité du département et de la région. On a mis en place aussi un exploratoire culturel qui associe des habitants et des habitantes autour de projets qu'ils décident eux-mêmes. On a travaillé sur la gratuité d'accès au musée et on travaillera dans ce sens-là pour la gratuité universelle en ce qui concerne les bibliothèques. C'est un certain nombre d'instances et de moyens qui permettent d'aller vers cette politique culturelle d'un autre genre. Comment la municipalité se positionne-t-elle lorsqu'une expression culturelle entre en désaccord avec ses orientations politiques? Comment ça se fait qu'on est en train de se poser cette question? Comment ça se fait qu'en France, on a des municipalités qui, justement, font de l'intervention dans les politiques culturelles? Je veux dire, à un moment donné, la critique, c'est la démocratie. C'est pas plus compliqué que ça. Si on estime que l'ensemble des acteurs associatifs, des acteurs culturels doivent être d'accord avec la municipalité, c'est qu'on a un problème. Pour moi, la liberté de création, c'est non négociable. C'est pas quelque chose qui peut être acceptable. Le fait qu'on soit en train d'en débattre, le fait que la question soit posée, j'estime que c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant et qui doit tous nous pousser à la vigilance. Et on a parlé de l'extrême droite. Il n'y a pas que l'extrême droite. Dans cette mairie, actuellement, on demande à l'ensemble des municipalités, pour avoir accès à une salle, de signer le contrat d'engagement républicain. Donc, ça ne vient pas d'eux, c'est quelque chose qui est national, qui a directement été porté par la Macronie. Mais on est sur quelque chose où, justement, on commence petit à petit à vouloir contrôler les associations en termes d'orientation politique, en termes de liberté de la parole. Et c'est quelque chose que moi je trouve absolument inacceptable. Et je trouve qu'on a un très bon exemple qui est proche de chez nous, qui est en Isère, qui est Grenoble. À Grenoble, ils ont refusé de l'appliquer, tout simplement. Voilà. Grenoble n'a pas pris feu, Grenoble va très bien. Voilà, et Grenoble n'a pas de problème avec la Macronie. Ils ont juste eu le courage politique de le faire. Et j'estime que c'est quelque chose, quand on parle de liberté d'expression, quand on parle de prise de parole politique et publique, qui est quelque chose d'extrêmement important. Dans une municipalité, surtout à un échelon local, la critique est vitale. Quand on parle ensuite de choix, de soutien à l'expression culturelle, je vais essayer de vous expliquer, j'essaie de mettre en avant qu'effectivement la liberté de la parole est quelque chose qui pour moi doit rester, donc je ne vais pas d'intervenir dans le choix. Par contre, ça nous d'intervenir dans l'accès. Il faut favoriser l'accès aux salles. Il y a énormément de très belles salles à Chambéry, dont l'accès peut être compliqué pour les troupes, pour les gens qui veulent se lancer, pour le travail associatif. Et il y a aussi l'accessibilité tout simplement à la culture de façon plus générale. Et nous, on porte la gratuité de la médiathèque. La gratuité de la médiathèque, c'est 57 000 €. C'est-à-dire moins d'1 € par chambérien et par an. Et toutes les villes qui ont mis ça en place, c'est une augmentation de la participation de 25%. 25% de personnes en plus qui vont directement dedans. Et ça me paraît quelque chose d'extrêmement peu cher pour l'effet directement qui est porté. En fait, de notre côté, prioriser toutes les initiatives qui vont pousser à la mixité culturelle. On n'est pas là pour essayer de vouloir imposer une idée culturelle, un élitisme. Il faut justement montrer que les cultures se parlent, les cultures discutent, et c'est ce qui permet d'enrichir les gens. Quel que soit votre horizon culturel, le fait de découvrir d'autres cultures, c'est ce qui vous aidera. Donc, de la même façon, on souhaite soutenir des événements culturels et d'éducation populaire au niveau local, comme la Fibala, comme le marché du continent. Directement, qui nous on a sur là actuellement. Sur la question de la culture, moi je pense qu'effectivement c'est une question importante, mais surtout ce que j'entends beaucoup là ce soir, c'est des promesses. D'ailleurs, ça nous a été demandé, est-ce qu'il y a des promesses de fait? Nous, on ne fait pas de promesses. Par contre, ce à quoi on s'engage, c'est de faire un contrôle, d'être les yeux et les oreilles des travailleurs au conseil municipal, de voir justement tous ces engagements, toutes ces promesses, de mettre des moyens. Là, on discute sur la culture, disons au service de la culture, qu'est-ce qu'il en sera?
Parce que c'est facile d'écrire des programmes, c'est facile de parler, mais après, pour mettre l'argent là où il doit aller, bah bien souvent, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, pourquoi? Notamment parce que tous sont respectueux des budgets, et les budgets des mairies en grande partie sont alloués par une subvention qui vient de l'État. Et l'État y baisse les moyens. Et ça, effectivement, comment contester? Bah, certainement pas uniquement par des décisions au conseil municipal. Ça ne marche pas comme ça. Effectivement, nous, on parle d'aller prendre l'argent là où il est, parce que c'est inadmissible que ceux qui créent toutes les richesses dans cette société, c'est inadmissible que les travailleurs, eh ben, qu'ils ne puissent pas avoir une vie correcte, avoir un accès à la culture, avoir un accès à ce que l'humanité a fait de mieux dans tout un tas de domaines artistiques. Et pour ça, oui, comme pour beaucoup de choses, il faudra aller chercher l'argent, et ça passera pas uniquement par, ça passera même pas du tout, par un bout de papier dans une urne le 15 mars et le 22 mars. Ça passera par un réseau de travailleurs conscients à l'échelle de la ville que c'est des bagarres qu'il faudra mener. Ça passe par le rapport de force. C'est comme ça que de toutes les façons on pourra faire évoluer les choses. Et nous, ce qu'on se propose, c'est d'être un point d'appui à tout ça. Parce que d'un autre côté, moi je conteste là sur la deuxième question effectivement toute forme de censure. Parce que même des idées qui sont opposées aux nôtres, ben on sait bien qu'on ne les combat pas par la censure. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Mais il y aura une censure, elle ne viendra pas uniquement de l'extrême droite, ça sera une censure de moyens qui seront pas mis. Et toutes les municipalités, elles couperont les budgets, parce qu'on nous dit que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il y a une dette à rembourser, parce qu'il y a 211 milliards par an qui passent en cadeaux aux grandes entreprises et aux grandes fortunes dans ce pays. Donc oui, l'argent, il ne peut pas aller partout. Et enfin, pour que la culture elle soit vraiment accessible à tous, et notamment aux travailleurs, il faudrait déjà qu'on ne soit pas harassé par des journées de boulot à n'en plus finir. Et nous, pour ça, on se bat pour répartir le travail entre tous. Parce que ce qui est révoltant aujourd'hui, c'est de voir que ceux qui ont du boulot, ils enchaînent des heures supplémentaires. Que moi, les camarades qui sont avec moi sur la liste, ils font des semaines de 40 heures et plus, des journées, des fois de 12 heures de boulot. Bah oui, quand vous venez de faire un poste de 12 heures à l'hôpital, c'est compliqué d'aller à un spectacle, c'est compliqué d'avoir accès à la culture. Donc ce qu'il nous faut, c'est répartir le travail entre tous. Et ça aussi, on ne le fera pas par le vote, on ne le fera pas par des élus au conseil municipal, on le fera par des luttes. Et on en est tout à fait capable. On a une force gigantesque, ce qui nous manque, c'est d'en prendre conscience. Effectivement, dire que je suis parfaitement alignée avec ce qu'a dit Jean-Pierre Casada sur l'avenir, sur ce qui a été fait, bien sûr, puisque quand on fait partie d'une municipalité, on est aussi comptable de ce qui a été fait, et sur l'avenir, et notamment sur la gratuité des bibliothèques que j'avais aussi identifiées. Pour vous parler de choses qui n'ont peut-être pas été évoquées, moi je n'ai pas entendu la réintroduction dans notre ville d'une grande fête populaire. Peut-être qu'on peut réintroduire ce concept-là. On l'avait avec une fête qui s'appelait la fête des éléphants, elle peut s'appeler autrement, et évidemment à discuter avec la population et à concerter pour que tous les âges, toutes les CSP, tous les profils de la ville se retrouvent un jour dans un lieu pour célébrer la ville de Chambéry ensemble autour d'un axe culturel. Ça me semble assez important. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de précarité. Je pense qu'on pourrait réintroduire le principe d'un billet suspendu pour accéder à certains de nos spectacles, notamment parfois dans la scène nationale qui peut être assez inaccessible malgré des tarifs pour les plus jeunes. Et puis, j'ai entendu parler de la rénovation du théâtre Charles Bulin. Moi, je pense que c'est une très 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 belle chose. J'espère que ce lieu redeviendra un lieu de culture plus populaire. Pardonnez-moi l'expression, elle n'est absolument pas méchante ou connotée, mais j'ai très envie de voir à Chambéry jouer une pièce de boulevard, parce que peut-être qu'on n'a pas cette possibilité aussi évidemment que sur une ville voisine où je vois que les pièces grand public qui est dites de boulevard sont plutôt jouées dans la ville d'Aix-les-Bains. Et enfin, là j'ai un grand projet qui est à la fois culturel mais pas que, parce qu'on n'a pas parlé d'environnement ce soir, mais c'est une problématique qui préoccupe chacune et chacun d'entre nous. Je porte l'idée d'un tiers-lieu. Je veux créer à Chambéry une maison de l'écologie populaire
qui soient intergénérationnels avec des conférences pour tous les âges. Ce que je l'envisage aux écuries de Boigny. Je pense qu'il est idéalement situé pour faire se rencontrer toutes les générations autour de thématiques environnementales. On peut y faire un hyper café, comment on lutte contre l'obsolescence programmée, on peut y donner des conférences, on peut se rencontrer, partager des bonnes pratiques, etc. C'est pas que la culture, mais c'est aussi un lieu de culture. Et puis j'ai entendu parler du château de Boigny aussi dans les échanges. Sur le château de Boigny, on ne peut pas ne rien faire sur le mandat qui s'ouvre, et pour autant, il faut accepter le fait que la ville de Chambéry ne pourra pas porter à elle seule cette rénovation, donc il faut imaginer une autre alternative. C'est comment votre projet municipal prend-il en compte les effets des modes de financement actuels sur la stabilité financière des associations et sur les conditions de travail des salariés associatifs, et quelles orientations propose-t-il pour sécuriser leur action dans la durée? Et la seconde, quelle place votre projet municipal reconnaît-il à la capacité des associations à exprimer des positions critiques, on en a déjà un petit peu parlé, y compris lorsqu'elles entrent en désaccord avec les orientations de la collectivité, et comment cette liberté est garantie concrètement? Et cette fois-ci, nous commençons. Alors, pour ce qui est de la vie associative, déjà nous souhaitons aborder et insister fortement sur un point qui est la situation des associations et de leurs salariés. À Chambéry, comme dans beaucoup d'autres villes, les associations d'éducation populaire sont fragilisées, et pas seulement les associations d'éducation populaire, sont fragilisées par des financements instables, la généralisation des appels à projets et une mise en concurrence permanente. On ne peut pas proclamer l'importance de l'éducation populaire tout en organisant la précarité de celles et ceux qui la font vivre. Donc soutenir réellement l'éducation populaire, ça suppose des financements durables, une reconnaissance du droit à la critique et une relation de partenariat, pas de sous-traitance. Sous la mandature de la droite de M. Dantin, qui soutient aujourd'hui la liste Le Pacte, les budgets des associations ont drastiquement et même dramatiquement diminué de 9,6 millions d'euros en 5 ans, soit environ 1,9 million d'euros par an. Sous la mandature actuelle de M. Rampantin, le rattrapage n'a pas complètement eu lieu, même si en 2025, il y a eu effectivement, on va dire, une réorientation, une récupération de budget du fait de la fermeture de certaines structures dont on ne peut pas se satisfaire, parce que précisément, on a assisté à la fermeture de 2 maisons de l'enfance. On a 2 centres socioculturels qui sont, depuis, qui ont été repris, qui sont ressortis de leur centre, je trouve les mots, des clubs sportifs en très très grande difficulté ou qui disparaissent, et donc des quartiers, notamment des quartiers populaires, en déshérence, pendant que le tapis rouge reste déroulé pour des fondations et des structures privées. Déjà, on va se rappeler une chose, c'est que l'argent public doit aller aux structures publiques, c'est une évidence. Et que, petite parenthèse, c'est aussi pour récupérer de l'argent public, cesser de déléguer les services publics à des grands groupes privés comme la Sodexo ou le Transdev maintenant pour les transports en commun, et un autre qui sont les grandes multinationales spécialistes dans ces domaines. Les associations, leur rapport est essentiel au faire et au être ensemble dans la cité, et elles doivent être accompagnées dans une vision de complémentarité, de coopération, et leurs actes de gestion doivent être facilités, c'est aussi ça, les sécuriser et sécuriser leurs actions. C'est créer au sein de la maison des associations un pôle dédié au conseil juridique et à l'aide à la gestion administrative et financière. On a parlé des salariés des associations, mais n'oublions pas qu'on a un tissu un tissu associatif très fort qui repose pour beaucoup essentiellement sur du bénévolat, et ces structures doivent aussi pouvoir être accompagnées. On doit réaliser une cartographie fine du tissu associatif local, accompagnée d'une étude sur les atouts, fragilités et manques pour voir justement comment mieux les accompagner. Sortir de cette logique du financement par appel à projet qui place donc les associations en situation de concurrence, et surtout promouvoir le financement de projets qui répondent aux besoins des populations à partir de réflexions en réseau, de projets co-associatifs, de propositions cherchant la complémentarité, la mobilité interquartier et évidemment toute les mixité. C'est essentiel avec une définition des critères d'attribution des subventions dans un cadre ouvert également aux citoyens et aux citoyennes. On a la chance à Chambéry d'avoir un tissu associatif fort, et la ville doit pouvoir garantir l'expression, le maintien de ce tissu associatif. On a conscience des difficultés que peuvent avoir les associations, que ce soit l'augmentation des charges, de la masse salariale, et du coup la difficulté à pouvoir trouver les ressources. Alors sous le mandat précédent, ça a été dit, les financements ont été maintenus, même voire augmentés pour certaines structures.
Il n'y a pas eu de généralisation des appels à projets, il y a eu vraiment une vigilance à l'accompagnement des associations. Il faut aller plus loin pour pouvoir pérenniser les financements, les mises à disposition. Il est important de pouvoir s'engager dans des conventions pluriannuelles qui permettent de donner la visibilité aux différentes structures. Il est aussi important d'avoir des élus qui soient engagés, présents au quotidien des associations. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, on est convié au conseil d'administration, aux AG, des structures. On doit pouvoir être présent pour pouvoir aussi avoir connaissance de ce qui se vit dans les associations et quand elles sont en difficulté, pouvoir les accompagner. Il est nécessaire aussi d'être honnête et transparent sur les capacités financières et les limites de la mairie et du coup pouvoir trouver ensemble des solutions face aux difficultés financières, réinventer d'autres façons de faire, trouver des solutions de mutualisation, de lieux ressources. C'est ce qui a été fait notamment avec, ça a été dit, il y a des structures, les maisons de l'enfance, qui sont des structures associatives, on fermait pendant le mandat et on a vraiment travaillé avec les acteurs concernés pour voir quelle autre solution on pouvait trouver pour pouvoir maintenir une proposition sur les quartiers concernés et ça a fonctionné puisqu'il y a eu d'autres modèles qui ont émergé avec des associations qui ont pris en charge de différents lieux. Il faut réinventer la façon de faire, mais il faut se mettre ensemble autour de la table pour y arriver. Et sur le financement des associations, un point qui nous paraît important, c'est de pouvoir associer les structures à la définition des modalités de versement des modalités de définition des subventions. On l'a aussi testé sur la fin du mandat, c'est-à-dire qu'avant les mécanismes étaient assez opaques, on ne savait pas forcément sur quels critères se basaient les subventions. Au-delà de faire de la transparence, c'est aller encore plus loin, c'est de mettre autour de la table des acteurs en leur demandant pour eux quels seraient les critères pertinents pour verser les différents montants de subventions. Et en général, ça permet quand même d'aboutir à un résultat qui est le plus ajusté possible. Parce que je vais avoir beaucoup de choses à rajouter sur ce qui vient d'être dit par Sarah, Marie et Martin. On rejoint totalement cette vision des choses. Je vais plutôt dire que si notre société tient encore aujourd'hui, c'est évidemment grâce aux services publics, en particulier de proximité, mais aussi grâce au travail associatif, au bénévolat à l'intérieur de ces associations, mais aussi au personnel salarié. Si les associations n'étaient pas aussi présentes ici en France, et en particulier sur le territoire de Chambéry, la société ne serait pas dans l'état où elle perdure encore aujourd'hui. D'où l'attention à avoir au travail de ces associations, en respectant évidemment leur liberté de travail, d'initiative, en respectant aussi chaque association dans ce qu'elle porte, y compris dans des choses qui nous paraissent peut-être anecdotiques, en se disant, en fait, c'est pas grand-chose. Et là, c'est pas grand-chose, ça fait du lien entre un certain nombre de personnes, et ça fait du lien aussi sur un territoire. Donc ça, c'est une chose, à mon avis, prépondérante, c'est de faire une place à chaque initiative, à chaque personne qui a envie de s'engager sur un projet collectif, quel qu'il soit, modeste, voire très modeste, ou beaucoup plus ambitieux. Quand on est sur des projets plus ambitieux, sur des associations qui sont plus structurées, évidemment qu'il faut rentrer dans une forme de dialogue, j'allais dire de partenariat aussi, ou de coopération, avec des engagements sur plusieurs années, d'éviter autant que faire se peut, et si possible tout le temps, d'être sur des mises en concurrence et des appels à projets, ou alors c'est dans des conditions très particulières. De ne pas céder à ce mode de fonctionnement et d'être vraiment dans un travail plus d'écoute, d'accompagnement, de mise à disposition d'outils, de lieux pour pouvoir permettre à ces initiatives de perdurer et aussi de les valoriser autant que faire se peut. Moi j'entends le fait d'avoir un bel événement annuel qui permette de faire la fête sur la ville et de tous se rassembler, oui, à condition que chacun ait sa place et qu'on y associe chaque habitant ou habitant, chaque bénévole qui a envie de s'inviter, de ne pas faire du tralala pour du tralala. Et ça, c'est un travail de dentelle, de dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail relationnel
Et la coopération, ça ne se décrète pas par miracle, c'est vraiment parce qu'on se parle. On porte un projet au niveau des élus, c'est-à-dire des élus qui rendent des comptes. Et avoir effectivement une critique de la part des associations, pour moi, c'est une évidence. Les associations doivent pouvoir exprimer un désaccord, doivent pouvoir le faire sans craindre de représailles. Moi, je défends ce rôle-là et la liste le défend aussi, l'association critique, pour pousser justement les collectivités à faire mieux. On pousse ça d'ailleurs au-delà de ça avec un droit d'interpellation, tout simplement un droit pétitionnaire pour pouvoir venir débattre au conseil municipal. Voilà, dès qu'il y a 3% d'un corps électoral qui signe la pétition, l'accès au conseil municipal pour en débattre par les personnes porteurs de la pétition directement. On porte aussi effectivement un règle local qui soit décisionnaire, parce que on va dire consulter les gens qui s'assoient sur la consultation, c'est quelque chose d'acceptable. On a vraiment cette volonté d'avoir une démocratie qui soit vivante, et pour qu'elle soit vivante, ça suppose des contre-pouvoirs qui soient forts. Comment on arrive à sécuriser directement les moyens financiers des associations? Pour moi, c'est relativement simple. On sort des logiques de projet permanents, et on va essayer de généraliser les conventions pluriannuelles. Il faut que les associations qui portent directement la ville, puisque, comme ça a été dit par M. Casaza, actuellement, les associations remplacent les défaillances de l'État. Donc si demain les associations disparaissent, les failles de l'État seront béantes et notre société va s'en porter extrêmement mal. Donc on doit sortir de ces logiques de projet permanents pour que les associations puissent voir à long terme, puissent sortir des logiques administratives où elles passent leur temps à faire des dossiers pour avoir de nouvelles subventions, et qu'elles puissent avoir plus de temps justement pour pouvoir essayer, pour pouvoir travailler directement dans l'ensemble des quartiers de la ville, et pour pouvoir le faire sur du long terme. On a parlé de transparence, et effectivement, à partir du moment où on souhaite avoir des élus qui rendent des comptes, la moindre des choses, c'est que l'attribution des subventions soit transparente. Transparente dans les critères, que ce soit public. On veut même que ça aille au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y ait une transparence dans l'usage des fonds publics, à partir effectivement d'un certain seuil. Quand l'argent public est utilisé massivement, il est normal qu'il y ait une vigilance des citoyens dans son utilisation. C'est ce qui permet justement de retisser une forme de confiance. Voilà, la confiance se fait par le contrôle pour moi. On a aussi une volonté d'augmenter les moyens des petites associations. Actuellement, beaucoup de choses peuvent être faites avec très peu d'argent par les petites associations, des petits projets, des petites choses qui des fois n'ont l'air de rien et qui au contraire peuvent faire vivre un quartier. Et c'est quelque chose que nous on souhaite essayer de mettre en avant un maximum parce que cette diversité culturelle c'est quelque chose qui permettra justement de faire rayonner un maximum, peut-être qu'à l'échelle du quartier, peut-être qu'à l'échelle de la ville. Mais pour les gens c'est quelque chose qui nous parle et qui est extrêmement important. Là sur la question des associations et de tout le travail qui est effectué, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a énormément d'associations, c'est grâce à des bénévoles en fait. Et que nous, il y a des camarades sur notre liste qui sont aussi bénévoles sur des associations, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Comme quoi, finalement, ce qu'on nous dit à longueur de temps, que la société elle est devenue individualiste, que c'est vrai du chacun pour soi, ça dépend de qui on parle. Ça, c'est quand même l'exemple qui nous est donné d'en haut. Effectivement, là, c'est la guerre chacun pour soi. Mais nous, les travailleurs, on arrive encore à être solidaires, à s'entraider, à faire vivre des associations qui permettent quand même effectivement tout un tas de choses, sans quoi il y a des enfants qui ne feraient pas de sport, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Mais en fait ça ne suffit pas. Et là on parle de moyens, on parle de santé financière, on parle de est-ce qu'il y aura des subventions pour les associations. Mais à nouveau on nous force à réfléchir dans les limites des budgets alloués. Tout à l'heure je vous ai parlé des plus de 200 milliards par an que l'État donne en subvention aux grandes fortunes de ce pays. Ça, c'est quand même des chiffres qui ont été donnés par le Sénat. Bon, mais qu'est-ce que ça représente? Parce que moi, je trouve que quand on parle en milliards, c'est pas du tout clair. En réalité, ça représente plus de 5 millions d'emplois à 2 000 € net par mois. Là, c'est du concret. Qu'est-ce que ça pourrait être, tous ces emplois? Il y en aurait une partie, ça pourrait être pour faire tourner les associations. Et que ça soit enfin dans des conditions bien. Et que ça ne soit pas avec des journées de fous que plein de salariés de ces associations vivent actuellement. Mais effectivement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas pas à l'ordre du jour, ni d'un conseil municipal, ni de l'Assemblée, ni des institutions telles qu'elles existent. Et ce qu'il faudra, comme sur tous les sujets qu'on aborde ce soir, c'est à nouveau
faudra se bagarrer. Il n'y aura pas d'autre solution. Et en même temps, mettre la main sur ce pactole, là, ça permettra d'envisager plein d'actions qui ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Et là, on commencera à parler concrètement de tout ce qu'il est possible de faire. Et moi, là, j'ai une grande confiance, c'est dans les initiatives des travailleurs. Parce qu'à l'heure actuelle, alors que tout est contre nous, on fait déjà preuve de beaucoup d'initiatives. Par contre, on aura les manettes, là, on pourra avoir des initiatives bien plus grandes. Mais il faut qu'on arrête de se limiter à réfléchir dans le cadre des règles, dans le cadre des institutions, parce que tout ça, elles sont organisées contre nous. Et il faut qu'on se dise, non, on fait fonctionner cette société, c'est grâce à nous qui s'enrichissent tous les jours, c'est grâce à nous que les services actuellement ils tournent, que les associations elles tournent, c'est à nous d'imposer ce qui serait vital pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les actifs, pour tous ceux qui font aujourd'hui la ville de Chambéry. Ça a déjà été dit et je suis aussi plutôt très alignée avec ce qui a été dit précédemment par Sarah, Marie et Jean-Pierre. Peut-être rappeler quand même que la ville de Chambéry, c'est 8,5 millions d'euros qui sont consacrés au tissu associatif sur le budget de cette année. Et la ville, elle connaît exactement les mêmes difficultés que les associations. Vous avez parlé d'inflation, vous avez parlé d'augmentation des coûts, etc. Et on essaye à chaque fois de maintenir le niveau de subvention au même niveau, voire d'accompagner celles qui sont en difficulté. Alors tout à l'heure, j'ai été interpellée où on disait que la subvention à la banque alimentaire avait baissé. C'est faux, parce qu'il existe parfois des moyens où quand ce n'est pas la ville directement qui verse la subvention, elle le fait grâce à la coopération avec un organisme qu'elle pilote. Alors je vais donc illustrer précisément. Il se trouve que la ville a la présidence des pompes funèbres municipales et que cette société, puisque c'est organisé en société, ne verse pas de dividendes à un actionnariat et qu'elle a réalisé des profits pendant plusieurs années, des profits qui sont liés à la vente des métaux précieux, pardon pour ce détail un peu sordide. Et cette vente, le produit de cette vente, elle a été redistribuée à des associations qui œuvraient dans le champ des solidarités. Et la banque alimentaire en a bénéficié de façon à ce que la subvention ville plus cette subvention constituait une augmentation du soutien de la municipalité à l'action de la banque alimentaire. Donc la ville, elle essaie de préserver ce tissu associatif qui est très riche à Chambéry et dont on a immensément besoin, bien sûr. Je crois qu'elle le fait sans stigmatiser qui que ce soit. Ça répond à la deuxième question. On a des agents et des agents qui sont des fonctionnaires territoriaux et qui, pour le coup, dans un devoir d'exemplarité et de réserve qui est le leur, lié à leur métier, n'instruisent pas les dossiers en fonction de telle ou telle idée politique ou autre. Donc il y a une forme de neutralité. La charte qui a été aussi faite par la ville concernant les possibilités d'obtention de subventions, elle permet aussi de neutraliser un parti pris et elle objective la mise en œuvre des subventions. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu, et pendant ce mandat ou sous d'autres, ça ne m'appartient pas de le commenter, en tout cas de stigmatisation. Et dans un système d'instruction vertueux tel qu'il est aujourd'hui, normalement ça règle un petit peu le problème. Et effectivement, le désaccord est un droit. J'ai quelques exemples d'associations dont l'activité m'échappe parfois, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais qui répondent à un besoin ou à une appétence d'autres citoyens et citoyennes chambériennes, et il ne m'appartient pas de le juger. Donc effectivement... Je passe après tout le monde et toutes les choses qui ont été dites très intéressantes. Je suis assez rassurée aussi de voir qu'on n'est pas en désaccord et qu'on se retrouve sur plein de choses. Ça me rassure beaucoup quant à l'avenir de la ville de Chambéry et de son tissu associatif. Rapidement, pour terminer, la fragilité financière des associations, elle est aussi déterminée par la complexité administrative et la lourdeur qui est toujours plus importante. Nous, notre rôle, ou en tout cas notre ambition au pacte, c'est pas de sanctionner, ça fera écho à la dernière partie de ma réponse, mais d'accompagner en fait. Une municipalité a l'ambition d'accompagner son tissu associatif, et pour cela, nous proposons d'abord une simplification administrative, fluidifier le processus,
avec des critères transparents, avec un soutien aussi différencié selon la capacité des associations. Quand on voit qu'il y a des lourdeurs administratives, c'est aussi des compétences techniques à assurer derrière, avec des moyens humains, de temps, etc. Donc c'est aussi faire en sorte que même les petites associations puissent se retrouver et puissent proposer des choses en essayant d'accompagner encore plus ces petites associations qui n'ont pas toujours les moyens techniques et je parle du numérique quand je dis ça, mais n'ont pas les moyens techniques et n'ont pas toujours les moyens humains de faire face à ces attentes qui sont toujours plus importantes. Pardon, je suis un petit peu fatiguée. Et enfin, la dernière question qui porte sur la place de la critique dans tout ça, mais en fait la question ne doit pas se poser. À un moment donné, quand on est une municipalité, on est censé être les représentants de différents citoyens, de différentes associations, et donc d'accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec nous. L'idée étant toujours de construire avec les gens, avec les associations, avec les structures, avec les habitants. Au pacte, on essaie de faire en sorte que la ville soit une ville heureuse. Alors c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas ça passe aussi par l'écoute de tous les points de vue. Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. Merci. On va s'interroger sur la démocratie représentative et dans celle qui est dans notre pays aujourd'hui, où les citoyennes et citoyens participent principalement par l'élection de leurs représentants. Comment votre projet municipal conçoit-il des conditions dans lesquelles des habitants ou des acteurs locaux peuvent prendre l'initiative de participer à l'élaboration de l'action publique et quel rôle les élus jouent-ils dans cette ouverture? Et enfin, deuxième question, cette fois-ci plus sur la typologie, c'est dans les dispositifs de participation mis en place par la municipalité, donc l'idée c'est pas de revenir sur ce qui a été fait, on est dans l'avenir bien évidemment, comment sont prises en compte les conditions concrètes de présence et d'expression des habitants en fonction des lieux, des horaires, des formats, des règles implicites et des codes sociaux, et quels effets ces choix peuvent-ils avoir sur qui participe effectivement et qui peut potentiellement rester à l'écart. Et sur cette question de la co-construction des politiques publiques, c'est évidemment là encore des questions qui sont essentielles et notre liste partage les constats qui ont pu être posés sur le fait que la participation ne se décrète pas et qu'elle ne se résume pas non plus à des dispositifs formels. À Chambéry comme ailleurs, il faut qu'on interroge qui participe réellement, dans quelles conditions, avec quel pouvoir d'influence. Parce qu'une démocratie locale vivante, ça suppose d'accepter le conflit, le désaccord et l'expression critique, y compris quand elle dérange. Et donc, cependant, la seule voie pour la réappropriation citoyenne, notamment des services publics communaux et intercommunaux et la participation du plus grand nombre aux choix qui les concernent au quotidien, c'est quand même bien d'aller sur la démocratie directe et d'associer les citoyens et les citoyennes aux décisions qui les concernent. Donc, cette question de la démocratie directe, elle est vraiment au cœur de notre programme. On ne parle pas de la démocratie dite représentative qui confisque de fait la parole populaire, ou de la démocratie dite participative mise en œuvre par l'équipe actuelle qui ne permet au mieux que de recueillir celle de quelques initiés. Il y a vraiment urgence à ce que chacune puisse s'exprimer sur les politiques publiques menées en son nom, en notre nom. Ça implique donc une rupture avec les pratiques actuelles et de changer radicalement le fonctionnement des institutions municipales et intercommunales. Donc pour nous déjà, une des premières choses à proposer, c'est l'inclusion, la participation des habitants et des habitantes qui n'ont pas la nationalité française. C'est un préalable évident. La création d'assemblées citoyennes de proximité au sein de quartiers redessinés qui discuteront, délibéreront et décideront de tous les aspects de la vie de la cité, de la gestion de l'espace public, de leur cadre de vie. La coélaboration de tout projet structurant dans le cadre des assemblées citoyennes, de ces assemblées citoyennes de proximité, une réponse obligatoire du conseil municipal aux saisines d'assemblées citoyennes, mais aussi d'habitants, d'habitantes et d'associations locales. Et si au moins 10% des habitants signent une pétition sur un même sujet, obligation pour le conseil municipal de voter sur celui-ci. La question d'un référendum local ou référendum d'initiative citoyenne locale ouvert à tous et tous à partir de 16 ans est aussi au cœur de notre programme. Et évidemment, toutes ces exigences de démocratie directe, on les portera également dans l'enceinte de la communauté d'agglomération de Grand Chambéry. Bien entendu, encore une fois, on sait que ça ne se décrète pas, mais il faut absolument changer de logiciel pour impliquer un maximum l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville. Pour finir, on souhaiterait dire que les politiques d'éducation populaire, elles sont des choix politiques structurants qui engagent l'avenir démocratique de la ville. Nous nous y engagerons, nous continuerons vraiment à agir aux côtés des acteurs et actrices de l'éducation populaire et avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la ville et de l'agglomération pour une ville de Chambéry plus juste, plus solidaire, plus démocratique et plus émancipatrice.
Et puis nous ne serons pas là pour les échanges et questions et nous nous en excusons. Mais nous sommes tous les jours sur le terrain, parce que nous n'avons effectivement pas de local. Vous pouvez venir nous rencontrer et rencontrer l'ensemble de nos candidats candidates qui sont pour beaucoup aussi des habitants et des habitantes engagés, impliqués dans les combats et militants sociaux, associatifs, syndicaux qui sont dans les luttes au quotidien. Merci. La question soit posée ce soir, parce qu'effectivement, quand on a porté les citoyennes il y a 6 ans à la mairie, on pourrait se dire aujourd'hui tout le monde est les citoyennes et tout le monde a des propositions toujours plus radicales sur la démocratie. Donc quelque part, on pourrait se dire on a gagné la bataille culturelle. Après, maintenant, c'est l'occasion qu'on nous pose la question de rentrer dans le concret, le réalisme et l'efficacité des questions. Moi, j'ai juste commencé par, il y a eu, alors tout le monde ne suit peut-être pas dans ce niveau de détail, mais il y a peu de temps, un article qui a été publié par 2 universitaires de référence sur les questions de participation citoyenne, qui sont Guillaume Bourg et Alice Mazot, qui revisitait un peu la séquence de toute la participation, la démocratie participative de ces dernières années, et qui concluait effectivement qu'il fallait repolitiser la participation citoyenne, qui est exactement ce qu'on voudrait faire, en pointant 4 limites dans ce qui est fait aujourd'hui. La première, c'est d'arrêter de faire des dispositifs qui sont descendants, mais plutôt de partir des intentions des habitants. Donc c'est globalement les mécanismes d'interpellation sur lesquels on s'intéresse aussi, et j'y reviendrai. Ensuite, c'est de rendre possible un vrai débat public local en laissant la liberté d'organisation, notamment pour les associations. Ça, on a eu l'occasion d'en parler sur la question précédente. Ne pas traiter seulement des petites questions du quotidien, des enjeux de quartier, de voirie, etc., mais aller sur les sujets importants et notamment budgétaires, puisque derrière se posent des questions de redistribution, de justice sociale et environnementale. Ça, j'y reviendrai aussi. Et enfin, démocratiser les institutions locales, avec notamment le premier acte, c'est de déconstruire en fait la figure du maire qui aujourd'hui dans nos institutions est calée sur celle du présidentialisme au niveau national. Bon, on le fait très modestement déjà en venant à 2 aujourd'hui, et c'est évidemment juste un exemple de ce qu'on pourra incarner derrière, à la fois aussi dans l'implication des agents et, je rejoins ce qui a été dit avant, dans la politisation aussi de l'intercommunalité, qui ne doit pas être un niveau technique. Alors, comment on fait concrètement pour aller plus loin sur l'implication de tous les habitants? Il y a un biais à éviter, on le connaît, c'est celui d'avoir toujours les mêmes personnes. C'est l'exemple type des conseils de quartier, qui est un outil qui a son utilité pour un dialogue avancé sur certains sujets, mais dont on sait qu'il n'est pas représentatif. Un autre outil qui est intéressant, et on l'a inclus dans notre projet, c'est la question du droit d'interpellation. Plusieurs listes ont parlé de droit d'interpellation, pétition, votation, référendum. Pour nous, c'est avant tout un garde-fou, puisque derrière, il y a la question de la représentativité. Quand vous faites des votations comme à Paris, où il y a 5 ou 10% de participation, est-ce que c'est vraiment de la démocratie? Un bon exemple, c'est le mécanisme de Grenoble, en fait, que d'ailleurs on propose de reprendre un petit peu, où il n'y a pas eu une seule votation organisée depuis sa mise en place en 2021, parce que si vous voulez un seuil de participants qui est suffisamment cohérent pour avoir une forme de représentativité, vous ne le trouvez pas. Et on cite aussi beaucoup l'exemple de la Suisse, qui est très intéressant, mais en fait, si vous allez dans le détail de ce qui se passe dans les votations en Suisse aujourd'hui, vous avez une très forte abstention des plus jeunes, et c'est pour ça que vous avez tant de propositions conservatrices, voire rétrogrades et intolérantes, qui sont votées dans les votations suisses. Donc attention, le référendum, c'est pas la panacée. On a d'autres outils sous la main, en complément et intéressant. Le premier, c'est, ça boucle avec la soirée, c'est de travailler avec des acteurs spécialisés. Un exemple qu'on voudrait prendre, c'est sur l'analyse des besoins sociaux qu'on peut créer avec les associations. Un autre outil important, c'est le tirage au sort. J'ai déjà parlé des notions de priorisation sur l'investissement en parlant de Dulin. On propose de faire une assemblée citoyenne sous un format de convention citoyenne, comme la convention citoyenne sur le climat, avec des habitants tirés au sort et indemnisés. Et enfin, vu que je suis à court de temps, de construire collectivement, donc avec tous les acteurs. Donc vous l'aurez compris, comment on crée les conditions de la démocratie et du débat, on pense avoir quelques pistes modestement. Et on sera disponible après pour en parler plus en détail, puisqu'il faut plus de 3 minutes. Trois choses très rapidement. Commencer par apprendre dès le plus jeune âge à dialoguer, à s'exprimer, à dire ce qu'on pense, à penser ce qu'on dit et savoir en discuter avec les autres. Deuxième façon de faire, c'est évidemment de créer des lieux, des instances où les personnes qui n'ont jamais droit à la parole puissent apprendre et qu'on soit en capacité de les écouter. Effectivement, les tout jeunes, les étrangers, les personnes en situation irrégulière, en situation compliquée et qui n'ont jamais droit à la parole, donc décréter le droit à la parole pour tout le monde et d'être aussi en capacité de savoir les écouter. Et je pense que ce côté-là, enfin, sur la première question et la deuxième, justement, le savoir-faire de l'éducation populaire est primordial. Il faut qu'on puisse utiliser ces outils-là, ces savoir-faire-là, et qu'on les associe à toute la démarche. Et la troisième, elle a été dite par Martin, c'est le tirage au sort partout. Le tirage au sort, voilà.
notre démocratie est malade. Elle est malade de notre capacité à ne plus croire dans la parole des élus. Une capacité qui n'est pas bête, hein, en même temps, la plupart du temps, la parole des élus se révèle fausse. On est devant un séisme qui est que le concept de représentativité, de représentation que l'on a dans notre politique arrive un peu à son terme. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des choix. Faire des choix de est-ce qu'on décide de redonner un peu de pouvoir à la population, est-ce qu'on décide d'essayer un maximum de vouloir l'inclure dans les décisions publiques, ou au contraire, est-ce qu'on va décider que si une part de plus en plus importante de notre population ne s'intéresse plus à la décision publique, ne s'intéresse plus au vote, ce n'est pas grave. Nous, on porte quelque chose où justement on essaye, à notre niveau, de pousser un maximum, de redonner confiance à la population en leur redonnant du pouvoir. Du pouvoir qu'on veut leur donner avec des droits pétitionnaires, donc pour pouvoir débattre avec le conseil municipal, c'est 3% du corps électoral. Du pouvoir pour avoir des RIC locaux décisionnaires, c'est 5% du corps électoral. Et même du pouvoir pour avoir un RIC révocatoire, c'est-à-dire faire démissionner les élus qui auront signé leur démission dès l'entrée en mandat et qui sera donc appliqué si jamais ils perdent un RIC révocatoire et qui est lancé dès que 10% du corps électoral le vote. Cette volonté qu'on a, c'est une volonté justement d'aller un peu au-delà de la participation. Parce que la participation se résume un petit peu trop à des logiques où c'est seulement les gens qui ont le temps ou qui se sentent légitimes à participer qui participent. Donc, de notre côté, effectivement, on veut essayer quand même de pousser cette participation vers des gens qui auraient plus de mal à le faire. Ça va avec des dispositifs de garde pour les enfants, ça va directement avec des horaires un peu plus variés, des formats hybrides, mais pour nous, ça va principalement en incluant les associations. Les associations ont déjà la chance d'avoir énormément d'habitants qui vont être à l'intérieur, qui s'engagent. Et c'est par eux que l'on veut aller un maximum en mettant en place des logiques de convention citoyenne pour pouvoir débattre de projets en amont, pour pouvoir justement que les gens puissent se faire un avis et puissent orienter, voire décider directement des décisions. On est face à ce défi et pour nous c'est vraiment une importance et un défi qu'on a de vouloir porter effectivement un regard différent, de vouloir de la transparence dans les décisions, de vouloir redonner effectivement toute cette logique de confiance. Parce que sinon, je pense qu'on va aller vers des logiques où ce sera l'extrême droite directement qui gagnera. Et c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Donc on a pris cette décision effectivement de porter quelque chose qui soit un peu plus radical et qui nous mette directement, je dirais, en première ligne pour rendre des comptes. Remarquez, moi je parle jamais de citoyens, parce que citoyens ça exclut des milliers de travailleurs de cette ville qui ne sont pas français ou qui ne sont pas européens et qui du coup n'ont pas le droit à la parole. Et ça c'est quelque chose qu'on dénonce. Nous on se bat pour le droit de vote des étrangers. Quelque chose qui était présent dans les programmes de la gauche il y a des années mais qu'elle n'a jamais mis en œuvre quand bien même elle était aux manettes. Au-delà de ça, la démocratie, moi ce que je défends c'est que les travailleurs, on s'immisce dans tous les aspects qui sont importants pour nous. Et ça veut dire qu'on exerce notre contrôle, qu'on s'organise en comité de travailleurs sur les sujets qui nous tiennent à cœur, et il y en a beaucoup, et qu'on ne se limite pas aux règles établies aujourd'hui. Parce que vous savez, déjà, les décisions des maires, elles peuvent être cassées par le préfet. Et les préfets, c'est les représentants de l'État. Et l'État, il défendra toujours les intérêts des capitalistes. Il est là pour ça. Donc ça ne sera jamais les décisions des maires qui nous permettront à nous d'avoir enfin ce qu'il nous faut. D'avoir des emplois, d'avoir des salaires dignes, d'avoir des logements qui ne sont pas insalubres. Par contre, on est capable de nous organiser en face. Et ça, nous, on le voit. Et on voit que les travailleurs, ils ont des trésors d'organisation. C'est ce qui s'est passé à Minneapolis il y a quelques semaines. Qui c'est qui a fait reculer les brutes de Trump, l'ICE, quand il venait chercher les parents, quand il venait chercher les voisins? Eh bien, c'est des gens, des travailleurs, comme vous et moi. Et ils n'ont pas eu besoin qu'on les aide à s'organiser. Ils ont su faire eux-mêmes. Ils ont su prendre les enfants de leurs voisins, les amener à l'école pour pas qu'ils se fassent arrêter et déporter. Ils ont su prévenir quand les rafles allaient démarrer dans leur quartier. Et nous, on sait que ça, on sera capable de le faire ici aussi, et que surtout, on est aussi menacé de la même chose. Parce que ici, ça s'appelle pas l'ICE, ça s'appelle la police aux frontières. Et ça fait la même chose en France. Ça tue aux frontières, ça arrête des parents d'enfants scolarisés, et ça mène la vie impossible à plein d'habitants de cette ville et bien au-delà. Donc nous, voilà, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de s'en remettre à des prétendus spécialistes qui font des promesses, qu'on gère nous-mêmes nos affaires, et qu'on ne s'arrête pas ni au secret des affaires,
ni aux règles où on nous dit tu peux te prononcer que sur tel ou tel aspect de la politique de la mairie. Non, on va choisir nos sujets, notre contrôle et les luttes qu'on voudra mener. Et les élus luttes ouvrières, ça sera à chaque fois des points d'appui pour les travailleurs quand ils décideront de mener ces combats-là. Je comprends qu'on touche aux limites de la démocratie représentative. Néanmoins, c'est le système qui est le nôtre aujourd'hui en place et les mandats qui nous sont confiés à l'issue de ces élections sont pour une durée qui peut paraître assez longue, mais le temps long de la collectivité fait que il est plutôt nécessaire. En 6 ans, on a le temps de faire beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps de tout faire. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on a des candidats qui veulent poursuivre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre tout en œuvre sur un mandat. Ensuite, est-ce que le système est parfait? Bien sûr que non. Mais je voudrais quand même, moi aussi, interpeller en réciprocité l'assistance en disant ok, le système est imparfait, mais il y a la possibilité quand même de s'exprimer à chaque fois, et je suis navrée, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a aussi un taux d'absentéisme assez fort, alors même qu'en réciprocité, il y a une appétence pour la chose publique de plus en plus importante exprimée par la population. Quelque chose ici qui m'échappe. Sur ce qui existe aujourd'hui, effectivement, conseil de quartier, on l'a dit, c'est pas suffisant et on y trouve souvent les mêmes personnes, les mêmes acteurs associatifs. Et comme on parle de jeunesse aussi à travers l'éducation populaire, c'est pas souvent des jeunes qu'on retrouve dans ce type d'assemblée. Et sans doute qu'il faut motiver cette jeunesse à pouvoir s'impliquer un peu plus. Alors, moi, le droit d'interpellation, évidemment, oui. Le tirage au sort, je suis nettement plus mesurée. Je suis pas sûre que ça ait que des effets positifs. Parce qu'on n'est pas forcément prêt à exercer la chose publique dans cette configuration-là, surtout si ce n'est pas choisi, ou alors il faut pouvoir y renoncer si on est tiré au sort, évidemment. Les votations ou les référendums d'initiative populaire, quel que soit le verbatim employé, j'y suis aussi très favorable. Il faut savoir définir le bon curseur. J'ai 2 exemples en tête dans des communes voisines qui étaient assez novatrices. Je me rappelle que sur un mandat précédent, il y avait eu un débat organisé sur 4 jours et demi d'école par semaine ou 4 jours. Et il y avait un maire d'une commune, Laravoir, qui avait décidé de consulter la population. Pourtant, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des familles. Taux de participation 15%. Allez prendre une décision objective quand vous avez 15% de la population inscrite sur les listes électorales qui vient exprimer son avis sur un sujet aussi important que le rythme scolaire des enfants. Et voilà. Deuxième exemple, plus réussi, à Barbera, un maire sur ce mandat écoulé qui change un plan de circulation et qui, pendant 6 mois, consulte la population pour est-ce que c'est l'option A que j'ai mis en place temporairement qui fonctionne ou l'option B. Et là, un taux bien plus important de participation, de retour d'expérience des habitants. Mais on ne peut pas le faire sur toutes les politiques publiques. Là, on parle d'un quartier où on a changé un sens de... Ah, pardon, décidément, Alors, moi je partirais de ce qu'on a fait au pacte, parce que je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on s'est mis ensemble pour rédiger le programme, on s'est dit on va retourner voir les habitants de chaque quartier, parce qu'on ne va pas s'enfermer dans les bureaux pour finalement sortir un programme en disant c'est ça qu'on va faire pour les gens, c'est ça qu'on va faire de chaque quartier. Donc quand on est allé rencontrer les gens, on est parti de ce qu'on appelle leur expertise d'usage, puisque c'est eux qui vivent le quartier, qui pratiquent le quartier H24 matin et soir, et qui sont à même de nous dire ça va pas, ça, il faudrait peut-être faire ça en face. Donc on est parti vraiment sur un programme participatif et partagé. Voilà, donc je pense que ça c'était important de préciser. J'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la participation citoyenne, que ce soit à l'échelle de la ville ou de l'agglomération. Et effectivement, c'est des instances qui s'essoufflent avec le temps. Conseiller jeunes, conseiller de développement, CCSPL, voilà. En fait, c'est des instances qu'il faut continuer à réinventer à travers des formats adaptés en fonction du public qu'on va voir, en fonction des horaires aussi, durant lesquels on rencontre les gens. Et je pense que vous avez donné l'exemple de la Ravoire avec un taux de participation assez faible, parce que derrière, il y a une déception. Parce que les gens, souvent, on les mobilise pour place. On leur dit, allez, on vous consacre. Ce
souvent on les conserve sur la couleur du mur, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ou bien on les conserve sachant que la décision est déjà prise. Donc, à force, ils sont déçus, donc ils n'ont plus envie de participer finalement. Par contre, quand il y a une participation, une concertation sincère, ils ont bien envie de participer. Et l'exemple, c'est que pour avoir animé une instance à l'échelle de l'agglo, parfois leur attente, c'était juste d'avoir une réponse, que ce soit oui ou non, mais juste une réponse. Ils ont travaillé sur le sujet, ils ont fait une proposition, derrière, aucune réponse, mais prise de date. Effectivement, à force, les gens, ils ont envie de participer. Alors, nous, ce qu'on propose également, pour venir au concret, on propose de partir sur un référendum local. C'est-à-dire que les élus, à un moment donné, ils ont été choisis par les populations sur certains sujets clivants. Là, je prends l'exemple, par exemple, de l'éclairage public. Une partie me dira oui, il faut allumer, d'autres dira qu'il faut éteindre. Sur des sujets comme ça, je pense qu'il est nécessaire de dire aux populations, on vous redonne le pouvoir, parce que c'est à vous finalement de décider, c'est vous qui pratiquez la vie. Nous sommes 45 élus, que sous majorité, minorité, tout compris, mais la ville ne nous appartient pas. Et ce qu'on fait finalement, c'est qu'on vise à résoudre des problèmes, à satisfaire l'intérêt général. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce qu'à un moment donné, on se dise, on leur redonne le pouvoir qu'ils se positionnent sur un sujet. Se manifester, que ce soit en général ou à une liste en particulier.